Je vais prendre Hebrew Book cette fois. C'est parce que là, je n'ai pas Magmara. Ok. C'est 26b. Kava Vamoudbet. Kaf, Vav, Alvin, Kaf. Kaf, Vav. Hamoud Bet. Ouais, donc on est vers la fin de la page, tu vois. Je vais te faire lire comme ça, tu vois. Si Ouais, j'arrive à très ça, il bien, très bien. arrive. Voilà, après ça, tu vois, Je l'avais déjà. donc, Voilà. voilà, donc en fait, donc, je te dis, au niveau de la. On est donc. J'ai oublié, il est là, en plus, là. Si, je vais voir. Voilà. C'est bon, Kaf, Vav, Hamoud Bet, je l'ai. Ok. je vais récupérer mes. C'est bon. Voilà. J'ai mes lunettes au cas où j'en ai besoin. Donc, attends, donc, en tout cas, donc, en fait, on est toujours dans l'histoire de. On est 3 lignes avant la fin de la page. Donc, et en fait, donc on est toujours dans l'histoire à savoir est-ce qu'il faut. Donc, on parle de Kinyan Agav. Kinyan Agav, c'est quand tu fais acquérir un objet avec un terrain. Ça veut dire tu vends un terrain et tu vends les objets qui sont avec. Ça veut dire tu vends le terrain et tu fais acquérir des objets avec le terrain. Voilà, ça c'est simple. Ça s'appelle Agav, ça veut dire avec. C'est mentionné dans la Mishnah. Et l'idée, c'était de savoir le savak de le doute de l'Agmara, c'est de savoir est-ce qu'il faut que les objets qu'on fait acquérir avec le terrain, il faut qu'ils soient dans le terrain, ou c'est même si les objets sont à l'extérieur du terrain. C'était ça le savak de l'Agmara. En anglais, dans l'Agmara, ça donnait Tsiburim. Ça veut dire Mibainan Tsiburim. Est-ce qu'il faut que les objets soient Tsiburim? Ça veut dire rassemblés, sous-entendu, sur le terrain qu'on est en train de faire acquérir. Ou bien est-ce que même si les objets ne sont pas sur le terrain, on peut faire acquérir avec le terrain des objets mobiliers partout où ils se trouvent. Et bon, on avait vu, Agma avait rapporté des preuves, etc., qui jusqu'à maintenant n'étaient pas conclusives. Donc ici, on a rentré dans, je pense que c'est l'avant-dernière preuve, c'est pas la dernière preuve. Donc ici, donc on nous raconte, donc on rentre dans une preuve là-dessus. Donc voilà, donc c'est Tachema, Maaseh Baraban Gamliel. Donc voilà, si tu veux dire ça. Alors, donc ça, donc on nous ramène une histoire qui serait censée prouver le fait que quand on fait acquérir un objet avec un terrain, et s'il faut que l'objet soit sur le terrain ou pas nécessairement. Donc c'est de savoir oui ou non. Ça veut dire on va apporter une preuve de cette histoire. Voilà, l'Agma va essayer d'apporter une preuve de cette histoire. Donc vas-y, tu peux y aller. Alors c'est voilà, Maaseh Baraban Gamliel. C'est 3 lignes avant la fin. La ligne, elle commence par le mot Gab et Karka. Ensuite, il y a marqué Tachema, viens, écoute. Maaseh Beraban Gamliel. Voilà, si tu veux lire, ouais, je te laisse faire. Tashma, Maaseh Beraban Gamliel, Vezekinim, Shehayu Ba'im, Besfanim, Amar Lahem, Rabban Gamliel, les Ekenim, Issour. Issour, Shehani Atid la mode, Naton, Ouais, Natoun, tu vois, Natoun, Natoun, alors je vais prendre la page d'après. Natoun lo Leiyush, Shoah. Yeshua, Umekomo, Moshachar, lo, Moscar lo. Voilà, après tu peux continuer encore, vas-y, lis encore un petit peu si tu Ouais. veux. Veissour, vas-y, Veissour, Acher. Ah, 10. Comme tu veux, c'est pas obligé, tu peux t'arrêter là déjà, tu vois, ça, tu peux Ok, t'arrêter là. ok. Tu vois, donc en fait, l'histoire, c'est que donc, tu arrives à compte Maaseh Beraban Gamliel. Donc, ça veut dire, donc, voilà, tu peux traduire ça, Maaseh Beraban Gamliel, c'est une histoire. Comme Maaseh Beraban, qui va comme dans la Guédate, c'est ça, Maaseh Beraban Gamliel, ou Skenim. Les anciens, Voilà, Rabban Gamliel et les anciens. Shehayu Baim. Qui étaient chez lui. Non, Shehayu Baim qui allait, tu vois, Shehayu qui étaient Baim qu'ils allaient. C'est pas dans sa maison, Baim qu'ils allaient. Bisfina, c'est quoi une Sfina? Sfina, non. Sfina, c'est un bateau. Shehayu Baim Basfina, qu'ils étaient dans un bateau. Donc c'est un peu comme une histoire belge, ça commence comme ça. Ah ouais. C'est Rabban Gamliel et Skenim, c'est l'histoire de Rabban Gamliel et les Ils allaient en anciens. bateau et ils sont venus Ils allaient en demander. bateau. Donc, alors, après la Zuna, donc, Amar Lahem, Rabban Gamliel. Donc, Rabban Gamliel, il leur a dit, l'Iskenim, aux Ekenim, aux anciens. Donc, il leur a dit, Issour. Voilà. Donc, alors, Issour, c'est le Maaser, en fait. Tu vois, ça veut dire le 10e. La dîme, tu vois, ce serait le 10e ou la dîme chez Annie, que moi. Atid, tu te rappelles, c'est quoi Atid? Jusqu'à. Ouais, Atid, c'est le futur. Atid, c'est le futur.
Shani Atid, c'est un détente dans la conjugaison en hébreu. Tu vois, Ove, Avar, Atid. Ove, c'est le présent, Avar, c'est le passé, Atid, c'est le futur. Donc, Shani Atid, donc ça veut dire que je vais dans le futur. La mood ici, ça veut dire en fait mesurer. Tu vois, Medida, c'est comme, en fait, c'est vrai, limoud, c'est étudier, mais ça veut dire aussi mesurer. C'est la même racine en hébreu. La mood, ça veut dire que je vais mesurer. Medida, je sais pas, Mida Kenigad Mida, je sais pas si tu connais cette expression. Mesure contre mesure. Tu vois, la mood, ça veut dire que je vais mesurer. Natun, ça veut dire, ouais, il est donné. Ouais. À Yehoshua. Natun Lo, il est donné à lui, à Yehoshua. Un type qui s'appelait Yehoshua, c'est un Rav qui s'appelait là-bas, il te dit, Rashi te dit, le premier Rashi, c'est tout en haut, il te dit, c'est Rabbi Yehoshua ben Hanania, donc peu importe, tu vois, c'est Yehoshua, les questions, c'est Rabbi Yehoshua ben Hanania, Umekomo, et son endroit, tu vois, c'est quoi? Ouais. Muscarlo, il lui est loué. Muscarlo, ça veut dire, Muscar, c'est-à-dire, il est loué, il lui est loué. Pour l'instant, ça c'est la traduction des mots. Je sais que c'est pas clair, mais on va à 2 secondes. Tu vois, ça veut dire, si tu veux lire la suite, tu vas payer Issour, Shani, Atid, Lamoud. Issour, Shani, Atid, Lamoud, Natnu, Lo, les Akiva, Ben Yosef, Kede, Sheyisra, Bo, les Einaim, les Aniyim, Komo, Muscarlo. Voilà, tu peux alors, ça, c'est la suite, mais tu vois, c'est la fin de l'histoire, là, ça veut dire, ce qu'on a besoin d'histoire, ça veut dire, et donc il lui dit, donc, un autre, une autre dîme, ça veut dire, Shani Atid, que je vais dans le futur, Lamoud mesurer, Natun, il est donné, Lo à lui, Akiva Ben Yosef, donc c'est Rabbi Akiva Ben Yosef, Kede Sheyiske, pour qu'il le mérite, pour qu'il acquiert beau dans ce maaser, l'aniim pour les pauvres, Umekomo et son endroit, Muscarlo, il lui est alloué. Muscar, c'est-à-dire il lui est loué. Alors, donc ça, c'est l'histoire. Ça veut dire, je répète l'histoire. J'ai traduit d'abord les mots, tu vois, en expliquant le moins possible, tu vois, pour aller le plus lentement, tu vois, en restant le plus qu'avec la traduction, quoi. Ce qui sort de la traduction, grosso modo, il y avait Rabban Gamliel qui est avec les anciens dans un bateau. Et ensuite, donc, dans cette histoire du bateau, il dit, voilà, le maaser que je vais mesurer, qu'il soit qui à Yoshua, qui est Rabbi Yoshua ben Hanania, et l'endroit dans lequel ce maaser se trouve, qu'il lui soit loué. Ensuite, il dit à Rabbi Akiva, il dit le maaser que je vais prendre, que je vais mesurer, qu'il soit donné aussi à Rabbi Akiva ben Yosef, et l'endroit dans lequel ce maaser se trouve, qu'il lui soit loué. Ça, c'est l'histoire. Alors, ça, c'est la traduction des mots. C'est la traduction des mots et ça, c'est l'histoire. Alors, on va dire, l'histoire, c'est quoi, grosso modo? Ça veut dire, on va faire l'explication de Rashi. Déjà, je vais te dire, tu vois, je sais pas si tu regardes, tu vois quelque chose qui peut un peu t'effrayer, mais si tu vas voir, si tu vois, ça veut dire en bas, si tu regardes en bas de la page, tu vas voir un Tosfot, tu vois, qui est assez long et qui continue dans la page d'après, tu vois, jusqu'à presque la fin de la page d'après. D'accord, ouais, d'accord, mais c'est bien pour te dire que c'est pas très clair, qu'est-ce que ça veut dire. Mais non, je trouve que c'est un Tosfot facile. C'est un Tosfot très long, mais c'est un Tosfot facile. Il y en a d'autres. Il y en a, tu vois, regarde, le Maasé, tu vois, il y a un Tosfot qui s'appelle Maasé, c'est dans la page 26b, c'est là où le Tosfot il commence, tu vois. Et en fait, tu vois, la page d'après, le Tosfot, il termine la page d'après Natun, mais même le Tosfot d'après de Natun, il est aussi sur ça. Et Mokom Muscalo, ça veut dire en fait, les Tosfot sur ce passage que tu viens de lire, il s'arrête, tu vois, tout en bas de la page 27a, quoi. Donc, tu vois, donc, ça veut dire qu'il y a du travail avec les Tosfot. Donc, mais c'est vrai avant de rentrer, je voulais pas t'effrayer, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est pour te dire, parce que je disais pour te dire qu'en fait, c'est pas clair, de quoi l'histoire. Mais avant, donc en fait, c'est pour ça, donc je vais t'expliquer, selon Rashi, c'est simple, Rashi, on va dire, et l'histoire, elle est simple, c'est que Rabban Gamliel, c'était quelqu'un qui était très riche, etc. C'était un des princes d'Israël, donc il avait énormément de propriétés, etc. A priori, selon Rashi, comme Rashi va le dire, on va prendre cette explication. Donc lui, a priori, ils sont partis ici en voyage, sûrement, comme ça arrivait très souvent, pour aller à Rome, pour discuter avec le gouvernement romain, etc., des affaires publiques avec Israël, puisque pendant toute une période, même, tu vois, ici, je pense qu'on est avant la destruction du temple,
Mais ça veut dire, voilà, Israël, c'était officieusement une province romaine, quoi, pendant très longtemps. Enfin, ça veut dire, c'était, voilà, bref, tu vas pas en plus la peine d'entrer, on s'en fout où est-ce qu'ils allaient dans le bateau, c'est vraiment pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le type, je vois, il est dans le bateau, et selon Rashi, l'histoire, c'est qu'Rabban Gamliel, il se rend compte qu'il n'a pas enlevé les prélèvements de la récolte de cette année avant de partir dans son voyage. Et en fait, quel est le problème? C'est qu'il a peur que les gens de sa famille, ils vont consommer la récolte, ils vont commencer donc à consommer, à vendre ou à manger la récolte sans que les prélèvements ils aient été pris. Alors lui, en plus, il est sûr que les prélèvements ils vont être pris. Ça veut dire il sait que tout le monde. Ça veut dire l'idée, c'est qu'il sait qu'en plus, comme tout le monde sait que ça vient de chez lui, donc les gens ils vont pas se douter qu'il n'y a pas de prélèvement qui a été pris. Donc ça veut dire tout le monde pense, c'est sûr que les prélèvements ils ont été enlevés. Donc ils pensent que vraiment ça peut être mauvais. Donc ils cherchent une solution. Et donc, en fait, ça, ce qui est la solution qu'il trouve, c'est ce que tu as lu, c'est-à-dire Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un Lévi. Donc, en fait, il dit, voilà, donc même qu'il est dans le bateau avec lui, donc il lui dit, voilà, je te fais acquérir. Il dit, voilà, je peux pas prélever le maaser puisqu'il n'est pas là-bas, il ne peut pas mesurer ni rien. Mais il dit, voilà, la grange, je ne sais pas, il y a combien de kilos, de tonnes de blé dans la grange. Il dit, voilà, ça veut dire le 10e que je vais mesurer quand je rentrerai du voyage, qui te soit donné. Et comment tu les fais acquérir puisqu'ils sont dans le bateau? Le problème, c'est comment tu fais un kinyan. Donc, il lui dit, et l'endroit dans lequel le maaser se trouve, qu'il te soit loué. Ça veut dire, il lui donne l'endroit, il lui loue l'endroit où le maaser se trouve, c'est-à-dire la grange, elle se trouve, où le maaser se trouve. Et il lui dit, voilà, je te le fais acquérir maintenant, ce maaser, avec l'endroit, puisqu'il se trouve maintenant, en fait, il lui fait acquérir l'endroit où le maaser se trouve, pour qu'il l'acquiert en lui disant, voilà, dans cet endroit-là, je te le loue. Et donc, il lui loue l'endroit. Et en même temps, il lui dit, maintenant, tu acquiers avec cet endroit que je te loue, le maaser qui est dedans. Et la même chose, donc, parce qu'il faut enlever à l'époque, dans les prélèvements, il y a grosso modo, à part la terouma, c'est une question, on va voir pourquoi il ne s'occupe pas de la terouma. On peut dire que on s'en fout ici, la terouma, on va dire qu'elle a déjà été prélevée. Ça va être Tosfot qui va en parler, etc. Mais en disant que la terouma, elle est prélevée. Donc, ce qui reste à enlever, c'est le maaser qui était donné au Lévi. Et ensuite, il y a le maaser qui est donné aux pauvres la 3e et la 6e année. Donc, il semblerait que c'était une de ces années, soit la 3e, soit la 6e année, où il fallait donner un maaser supplémentaire aux pauvres. Et donc, il dit la même chose à Rabbi Akiva, qui lui était le Gizbar des Aniyim. Ça veut dire c'est lui qui s'occupait de la tzedaka. Il lui dit, voilà, un dixième de la récolte que je vais mesurer quand on rentrera du voyage, qu'il te soit donné ça veut dire que tu l'acquiers en louant, que tu l'acquiers avec l'endroit où il se trouve, que je te loue maintenant, et que tu acquiers donc le maaser avec l'endroit où il se trouve et dans lequel que je te loue, et c'est comme ça que tu acquiers le maaser. Tu comprends l'idée? C'est clair? Je ne comprends pas, c'est comment une location peut donner. S'il lui avait dit je te le vends, à ce moment-là tu l'acquiers avec le fait que je te. Ouais, c'est avec Agave. C'est là où tu parles. C'est juste que. Il semble que Agave, ça marche aussi avec une location. L'idée technique. Ça marche aussi avec une location. A priori, c'est ce qu'on apprend de cette histoire, tu vois, c'est ce que tu vois. Rachid, c'est pas contacté par Rachid ni par Tosfot. Ça veut dire, a priori, c'est sûr que tu vois, on le sait pas. On l'avait pas vu jusqu'à maintenant, mais il semblerait que ça marche aussi. Et comme tu vois, en fait, tu voulais pas leur donner l'endroit complètement. Et en plus, surtout que sûrement, l'endroit, ça veut dire, puisqu'ils donnent le même endroit à deux personnes, puisqu'à priori, tu vois, si tu imagines la grange, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, c'est difficile à délimiter les 10%, où est-ce qu'ils sont, mais tu vois, ça veut dire grosso modo, on va pas rentrer dans l'histoire qui donne le même endroit aux deux personnes. On va dire que c'est pas le même endroit. On peut dire que tu vois que, en fait, si tu coupes la grange, je veux dire, dans la longueur, c'est pas nécessairement que c'est 10% dans des strates, tu vois, qui sont l'une sur l'autre. Ça peut être, tu vois, des endroits. Ouais, tu peux couper les 10% comme tu veux, quoi. Donc, disons qu'on se débrouille à couper les 10% d'une manière qu'ils sont pas sur le même endroit dans la grange. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, mais donc ouais, donc c'est ça. On peut faire un gap même avec une location, quoi. Donc, dans l'histoire, techniquement, ce qui se passe, c'est ce que Rachid va dire, c'est que, et c'est marqué dans la Braïta, ça veut dire qu'en fait, ici, c'est, en fait, pour acheter, ça veut dire parce que eux, comment est-ce qu'ils font pour acheter le terrain en location, malgré tout, tu vois. Donc, ils donnent $1 symbolique à Rabban Gamliel et ils disent, voilà, maintenant, moi, je prends, en acceptant ce dollar symbolique, en fait, je te donne en location le terrain X où se trouve le maaser et toi, tu acquiers avec le maaser. C'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que ce soit Rabbi Yoshua ou Rabbi Akiva, et techniquement, comment ça se passe? C'est Rabbi Yoshua
on va prendre le Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, c'est la même chose, quoi, mais disons, Rabbi Yoshua, il va donner $1 à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il dit, prends le dollar, il dit, avec ce dollar, je te loue l'endroit où se trouve le maaser que je veux te donner, et tu l'acquiers avec cet endroit-là. La même chose. En quoi ça résout son problème à Rabban Gamliel? En quoi ça résout son problème qu'il n'a pas pu... Parce que maintenant, alors, l'idée, c'est que... Alors, voilà, c'est une bonne question. C'est avec ça le problème que Tosfot, il est super long, tu vois, etc. Exactement, c'est exactement, tu as trouvé la bonne question. Ça veut dire que en vrai, c'est vrai. Probablement pas pour les bonnes raisons. Non, c'est vrai, t'as raison. Ça veut dire, c'est ça le problème. C'est en quoi ça résout son problème. Alors, pour expliquer qu'est-ce qui va se passer, ça veut dire, alors, je vais essayer de faire simple. Ça veut dire, selon Rashi, pour essayer, tu vois, pour donner un sens comme ça, selon Rashi, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que maintenant, donc, ok, donc, disons, la grange, on va dire, elle vit à 100 tonnes de blé dans la grange, d'accord? Et lui, maintenant, ça veut dire, donc maintenant, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait acquérir à Rabban Gamliel, je veux dire, à Rabbi Yoshua 10%, en lui donnant location de l'endroit où ces 10% se trouvent. Il a fait donner à Rabbi Akiva 10% en lui donnant la location de l'endroit où ces 10% se trouvent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ces 10%, ils ne sont pas encore, si tu veux, ils n'ont pas été mesurés. On ne sait pas, nous, ni combien ils sont vraiment, où est-ce qu'ils sont, quoi. Donc, en fait, disons maintenant que les gens de la famille, ils commencent, je sais pas, ils ont cette grange qui fait 25 tonnes ou 30 tonnes. Donc, en fait, ils vont commencer à vendre ou à acheter ou ça veut dire à consommer du blé dans la grange, tu vois. Donc, en fait, grosso modo, ce que Rabban Gamliel lui pense, il est sûr qu'ils ne vont pas manger le temps qu'ils partent en voyage et qu'ils reviennent les 100% de la grange. C'est-à-dire, il est sûr qu'il y aura au moins 20% qui vont rester, quoi. Donc, lui, il dit, après ça, tu vois, ça veut dire, donc à partir de ce moment-là, lui, il pourra savoir après combien il y avait calculé, etc. Et il dira, voilà, les 20% qui restent, ça, c'est les 10% qui vont à Rabbi Yoshua, et ça, c'est les 10% qui vont à Rabbi Akiva. Et il se trouve, si tu veux, que rétroactivement, plus ou moins, ça aura, si tu veux, ça aura fait que ce que c'est sa famille, ils auront vendu, mangé, ce que tu veux. En fait, les prélèvements avaient été faits, quoi, rétroactivement, parce qu'en fait, voilà, ça serait ça l'idée. C'est comme ça que ça arrange son problème. Ça veut dire, le problème, c'est, d'après la Torah, il y a un interdit de consommer la récolte d'Israël si jamais les prélèvements, ils n'ont pas été faits. Donc ici, encore une fois, Rabban Gamliel, lui, il a un problème parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait les prélèvements, qu'il est parti en bateau, en emergency, etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, il dit, voilà, en fait, maintenant, je vais prélever, sur le bateau, je prélève, en fait, sans mesurer, puisqu'il ne peut pas mesurer, il ne peut rien faire, mais il fait acquérir, tu vois, donc il dit, je loue à l'endroit où un dixième se trouve au Lévi. Le Lévi, il va acheter, c'est-à-dire il va acquérir cet endroit où le maaser il se trouve. Et il dit, avec l'acquisition de cet endroit, tu acquiers aussi le maaser, qui n'est pas encore mesuré, mais que je vais mesurer dans le futur. Et il dit la même chose au Rabbi Akiva, qui est le maaser des pauvres. Et comme ça, en fait, ça voudrait dire qu'une fois qu'il revient de son voyage et qu'il reste ce qui reste, quoi, en espérant qu'il reste 20%, donc il va dire, ok, voilà, donc ça, c'était les 20%, ça, c'est les 10% de Rabbi Akiva, c'est 10% de Rabbi Yoshua. Et donc, ça se trouve que toute la nourriture, c'est-à-dire tout ce qui a été vendu, tout ce qui a été consommé, les prélèvements, ils avaient déjà eu lieu, tu vois, rétroactivement. Voilà. Alors, si, admettons que. Shalom, shalom. Shalom, ouvracha. Je vous prends au téléphone comme ça, mais je rentre à l'hôtel. Ok, d'accord. Okay. Et tu vois, alors, on est en train de faire la souga de Rabbi Yoshua. En compte quoi, pardon? Oui, vas-y. On est d'Afka Babamoudbet et on est en train de faire la souga de Rabbi Yoshua et de Rabban Gamliel qui est en voyage en bateau avec Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Et voilà. Donc, je sais pas si voilà, exactement. C'est une bonne occasion pour Sacha de répéter exactement. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, comme on en avait parlé la semaine dernière, c'était de savoir si on acquiert un bien immobilier et qu'on veut acquérir des biens mobiliers avec, est-ce qu'il faut que les biens mobiliers soient dans le Tzibour ou est-ce qu'ils peuvent être sur Mars, par exemple, et n'importe où ailleurs. Et donc, pour illustrer cet exemple, il y a Maaseh de Rabban Gamliel, qu'une fois Rabban Gamliel, il était sur un bateau avec des gens et Rabban Gamliel, c'était quelqu'un qui était très, très, très riche et qui avait beaucoup de terres, etc. Et arrivé sur le bateau, il devait aller probablement à Rome parce qu'il y avait souvent des discussions entre Rome et Israël. Et donc, il prend le bateau. Et là, il arrive sur le bateau et il se dit, je crois que... Et si ma famille, comme il avait beaucoup de terre, etc., il se dit, et si ma famille a oublié de prélever le maaser, qu'est-ce qui se passe? C'est pas sa famille, c'est lui qui a oublié, c'est lui qui devait le faire. Lui, il a oublié. Alors, il a oublié de le faire à l'avance. Et donc, il se dit, est-ce qu'eux, ils vont s'en rappeler, c'est ça de le faire ou quoi? Eux, ils vont croire que lui, il l'a fait. Lui, ils vont croire que c'est lui qui l'a fait.
Parce que tu vois, parce qu'on a une chazaka que normalement, quelqu'un, un chaver, ça veut dire arabe, il n'a pas le droit de laisser de quelque chose qui a derrière, c'est quelque chose, quitter un endroit sans Ah oui, avoir bien quitté. sûr. Ça s'appelle en hébreu, Rashi va citer ce truc de l'Agmara qui dit En chazaka al chaver. Ça veut dire on a une chazaka, on peut considérer Ouais. comme une aspersion, comme je sais pas, comme une ascension, que un chaver, ça veut dire arabe. Eno motzi mitachat yado, il laisse pas dessous ses mains, davar sheno metukan, ça veut dire quelque chose qui n'a pas été arrangé, dans le sens où il n'y a pas eu tous les prélèvements, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que voilà, si tu rentres dans la cuisine d'arabe, tu peux penser que tu veux une assumption que tout ce qu'il y a dans la cuisine, c'est cachère, quoi. Tu dis pas, ouais, donc c'est la même chose, tu vois, comme lui, en fait, normalement, voilà, c'est lui le propriétaire, c'est lui le truc, donc c'est sa mitzvah à lui d'enlever les prélèvements et tout ça, donc et voilà, donc sa famille ou tous ceux qui sont les gérants, etc., eux, ils vont pas, ils sont certains que si lui est parti en voyage, c'est sûr qu'il a fait les prélèvements avant, quoi. Donc c'est ça l'histoire. C'est lui qui a oublié de les faire. C'est lui le responsable, quoi, si tu veux. Ouais. Et dans ce cas, donc il essaie d'arranger la situation, tu vois. Donc voilà, donc c'est ça l'idée. C'est Pour arranger la situation, il va vers un gars sur le bateau et il lui dit, c'est un ploni, hein, le gars. Non, c'est Rabbi Yoshua, on l'a vu, c'est Rabbi Yoshua. Ah, c'est Rabbi Yoshua, pardon. Lui, il appelle ici dans la Gemara Yoshua, mais c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Et l'autre, Akiva ben Yosef, c'est Rabbi Akiva, parce qu'il était avec les Ekenim, donc il n'était pas parti tout seul. Ah oui, il était avec les Ekenim. Ouais, il n'était pas parti, c'est pas qu'il est parti à Paris pour essayer de goûter les nouveaux pains au chocolat, des cousines de fleurs. Allez-y, Rav, dites-le bien parce que je vais l'embrouiller, Valentin, moi. Non, pas du tout. On suit. Donc, il est parti avec les Ekenim. Et donc, parmi les Ekenim, il y avait Rabbi Yoshua et Rabbi. Et Rabbi Akiva. Eh bien, je voulais tester, je voulais être sûr que vous vous rappeliez. Et Rabbi Akiva. et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Et donc, il dit à Rabbi Yoshua, voilà, donne-moi $1 et moi, je vais te louer la grange où il y a le blé. Et comme ça, tu acquiers par cette location, tu peux aussi acquérir le maaser de Lévi, parce qu'il était Lévi. Voilà, du Lévi. Et après, réitérer avec. Okay. Ah, donc il lui donne le maaser comme ça. Voilà, c'est ça. Il dit la même chose à Rabbi Akiva pour le maaser des pauvres. Vidéo sur notre montée d'aujourd'hui, magnifique. Moi, je ne sais pas demander d'aujourd'hui. Non, c'est sur les Lévi'im où à la fin de la première montée, ça finit comme ça que Hachem il a sanctifié les Lévi'im. Ah, ok. Ah, d'accord. Bon, il a fait. Non. Pardon. D'accord. Ok, d'accord. Alors, ok, donc voilà, c'est tout. Donc, et voilà. Et donc, ça veut dire, donc l'idée, c'est que donc il leur fait acquérir. Ça veut dire, il leur fait acquérir l'endroit où le maaser qui va mesurer, en fait, voilà, pour qu'ils acquièrent avec cet endroit, avec la location de cet endroit, le maaser qui se trouve dessus. C'est ça l'idée. Ça, c'est l'histoire. Et l'Agmara, donc, elle dit du fait que, en fait, l'idée, c'est que comme on voit que dans la phrase, donc dans la manière. Donc, encore une fois, là, j'étais en train d'expliquer en fait à Sacha, parce que Sacha, il a posé une très bonne question en disant voilà, mais qu'est-ce qui gagne Rabban Gamliel en faisant ça? Et je lui ai dit en fait, c'est vrai que c'est ça la question de Tosfot. Je lui ai montré qu'il y avait énormément de Tosfot sur ce passage de la Gemara. À mon avis, on va rester pas mal de semaines dessus parce que c'est très long, même si c'est pas difficile, mais c'est long. Mais en tous les cas, mais le truc, c'est qu'en tous les cas, donc c'est la question de Tosfot. C'est vrai que c'est ça le problème de qu'est-ce qui gagne avec cette histoire-là. Donc j'essaie en train d'expliquer, tu vois, une version facile, tu vois, par rapport à ce que Rachid explique, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, donc l'idée, c'est que voilà, donc je vais quand même, j'essaie d'excamoter une introduction, mais je vais la faire quand même. Une deuxième question aussi. La première, je l'ai posée très innocemment et elle est bonne, mais par hasard. Et la deuxième, c'était. Ah ben non, vous y avez répondu quand vous avez dit par rapport à la règle qu'on ne remet pas en question si un rave est parti, c'est que tout est. D'accord. Donc il n'y a pas de cas où par hasard il l'aurait donné eux après lui. Non, c'est ça, c'est ce que Rachid, parce que lui, en fait, pourquoi ça veut dire, mais c'est aussi une bonne question. C'est le premier Rachid parle de ça. Ça veut dire l'idée, c'est de dire que c'est vrai qu'en fait, ça veut dire le problème, c'est comme ça, c'est que lui, ça veut dire, c'est pour ça mieux pour répondre comme Rachid va expliquer ton problème d'histoire, c'est que pour que eux ils aient la possibilité de faire les prélèvements, il faut que eux ils aient aussi la procuration du propriétaire. Et Rabbi Akiva, je veux dire, Rabban Gamliel, il n'avait pas donné la procuration. Il avait non seulement oublié de faire les prélèvements,
mais il avait oublié de leur donner une procuration. C'est ça. S'il avait donné l'info en disant voilà, j'ai pas eu le temps, là, je suis parti. Et à l'époque, tu vois, il n'y avait pas les cellphones et rien du tout. Donc, ça veut dire que quand il part en voyage comme ça veut dire qu'il n'a pas le temps de communiquer ni rien. Donc, en fait, c'est sûr que s'il leur avait dit, par exemple, comme tu dis, ce que Rachid veut dire, voilà, j'ai pas prélevé les matières, est-ce que vous pouvez le faire? Ouais, ils auraient pu le faire parce qu'ils avaient la procuration. Tu peux envoyer un chaliard qui va faire les prélèvements pour toi. Mais lui, comme maintenant, c'était lui le propriétaire et qu'il n'avait pas fait cette procuration, il n'avait même pas donné l'information. Donc, c'est à cause de ça qu'il est obligé de faire. Mais la propriété ne donne pas la procuration non plus. C'est pas parce qu'il va lui donner la propriété qu'il lui a fait la procuration. Ouais, non, mais c'est aucun rapport. Ça veut dire, c'est ça. Il n'y a pas besoin de leur donner la propriété, il suffit de leur donner la procuration. Ici, on voit qu'eux, ils vont vendre et tout ça parce qu'ils ont l'habitude, tu vois. Ça veut dire, c'est des gérants. Mais c'est ça. Ça veut dire que, mais eux, tu vois, c'est comme si tu veux quelqu'un qui vend tu vends ton Hametz à Pessar, tu vois, il faut que tu fasses ta procuration. Tu vois, c'est-à-dire, tu peux pas, le rabbin, il peut pas dire, ah ouais, je sais que c'est Pessar bientôt et qu'il faut qu'il vende son Hametz, alors je le vends pour lui. Bien sûr. Mais là, il a vendu, il n'a pas fait procuration. Ou la procuration est inclue dans le. En fait, c'est le fait qu'il ait vendu, c'est comme. Non, c'est lui, il ne veut pas de procuration. Lui, il est en train de faire la mitzvah lui-même maintenant dans le bateau avec Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils sont présents dans le bateau avec lui. Donc, eux, ils acquièrent le maaser partout, à n'importe où est-ce qu'il est, a priori. Ça veut dire, c'est l'idée. Ça veut dire, c'est ce que je suis en train d'expliquer pour revenir à l'histoire de comment ça fonctionne. Okay. Alors, tu vois, c'est pour ça. Alors, j'expliquais que dans l'histoire, c'est que dans la grange, on va dire, il y a 50 tonnes de blé. Lui, c'est que même s'ils vont vendre ou ils vont manger du blé, ils ne vont pas tout finir. Donc, le temps qu'il rentre, quand il va rentrer, lui pense, ça veut dire, il imagine qu'il restera encore 20%, et que donc après ça, les 20% qui restent, il va les donner à Rabbi Yoshua et à Rabbi Akiva, et ça fera en fait que ça veut dire que rétroactivement, ça voulait dire en fait que la grange, ça veut dire toute la comment dire, la quantité de la récolte, les prélèvements, ils avaient été faits depuis le début, quoi, depuis le moment où elle était dans le bateau, rétroactivement, quoi. C'est ça l'idée, quoi, pour dire ça en deux mots. Et pourquoi ça veut dire, pourquoi c'est rétroactif? Ça veut dire comment ça marche rétroactivement? C'est ça ce que tu vois, il faut rajouter le concept, tu vois, que Agmara et tout ça, ils n'expliquent pas ici, mais ça veut dire, c'est comme je dis, c'est une discussion dans tout le Talmud qui est très, très longue, c'est-à-dire que tu retrouves dans plein de sujets. Ça s'appelle, c'est le concept de Yesh Brera au En Brera. Ça veut dire la traduction des mots. Brera, c'est il y a le choix. Ça veut dire Yesh Brera, c'est pas est-ce qu'il y a le libre arbitre ou il n'y a pas le libre arbitre, bien que c'est ce que c'est la traduction presque aujourd'hui. Mais c'est pas ça. Mais c'est presque, c'est une manière de, ça peut presque marcher aussi. Mais l'histoire de Yesh Brera, ça veut dire en fait, c'est est-ce que une chose qui était dans un état douteux, on va dire, une fois que l'état douteux, ça veut dire on trouve la solution, ça veut dire quelque chose arrive. Est-ce que ça veut dire que rétroactivement, c'était ça qui devait arriver depuis le début? Donc, je vais donner un exemple. On va dire peut-être l'exemple le plus simple qu'il y a là-dedans. C'est par exemple, l'Agma, elle va dire comme ça. Vous savez, normalement, quand on a quitté la terre d'Israël, la terre elle avait été partagée par les tribus et ensuite parmi les tribus en famille. Donc, imaginons par exemple, et après ça, à chaque fois qu'il y avait le Yovel, la terre elle revenait au propriétaire premier, au propriétaire initial. Donc, en fait, ça veut dire, l'histoire, c'est qu'est-ce que c'est le propriétaire initial? Et en fait, l'idée, c'est comme ça. C'est, imaginons, voilà, je sais pas, il y a un type de la tribu de Yehuda, par exemple, il a eu 2 enfants. On va dire, il avait sa terre, on va dire, lui, on commence déjà, il faut bien commencer. Et lui, il a reçu sa terre de Yoshua, au moment du partage de la terre de Yoshua, il avait 2 enfants. Et donc, voilà, il partage les 2 enfants quand il meurt, cette personne qui a reçu la terre de l'époque de Yoshua. Lui, en fait, il partage la terre. La terre, elle est partagée entre les 2 frères. D'accord? Ok. Maintenant, imaginons, voilà, tu vois, ça veut dire que, voilà, les 2 frères, et ainsi de suite. Ça veut dire, mais bon, disons qu'on s'arrête même à une génération, quoi. Il y a les 2 frères, en fait, voilà, ils ont chacun leur partie, etc. Et eux, chacun, après, ils font leur business. Même, ils peuvent la vendre ou peu importe ce qu'ils ont fait. Le Yovel arrive, il faut que donc la terre, elle revient au propriétaire original. Ouais. Donc, elle dit comme ça, elle dit, selon celui qui pense que Yesh Brera, donc ça veut dire quoi que la terre, elle revient au propriétaire original? C'est si jamais un des 2 frères ou les 2 frères, ils ont vendu leur terrain, entre-temps, le terrain, il leur revient à eux. Tu vois, il leur revient à chacun, il revient à son terrain, normalement. Ça, c'est si tu dis Yesh Brera. Parce que quoi? Parce que ça veut dire que quand il y a eu le partage de l'héritage, ça voulait dire que chacun, ça dévoile que d'une manière rétroactive, que depuis le début, c'était ça sa partie de l'héritage. Ok. Il y a un avis divergent qui pense En Brera, cette marloquette qui reste tout à fait ouverte encore dans la Gemara, après, ça reste très difficile, c'est quoi la halakha? Il y a un avis divergent qui pense En Brera,
C'est-à-dire que lui, il pense que quand tu partages un héritage, en fait, ça ne veut pas dire en fait que la partie que toi, que par exemple, il y a Réhouven et Shimon, les deux frères, ils devaient recevoir, c'est ça leur partie. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on a divisé l'héritage comme ça, c'est juste parce qu'en fait, il fallait diviser d'une certaine manière. Mais qui te dit qu'en fait, c'était ça la partie qui devait lui revenir depuis le début? C'est simplement, tu vois, c'est une décision qu'on a prise presque comme ça, aléatoire, qui a été prise par l'histoire, on va dire, mais qui ne détermine pas que c'était ça vraiment sa partie de l'héritage. Donc, selon le Mandama Lavi qui pense En Brera, en fait, après le Yovel, c'est pas simplement en fait qu'il faut rendre le territoire, le terrain à celui qui l'avait reçu au début à l'héritage. Il faut rendre le territoire au père, ce qui est mort. Il faut refaire un partage et retirer au sort, puisqu'à l'époque, si tu veux, le partage, il était souvent tiré, on faisait des lots, après on tirait au sort. Il faut refaire le tirage au sort. Parce que le tirage au sort qui avait été fait initialement, il n'expliquait pas en fait que c'était le véritable héritier, c'est celui qui avait gagné le terrain. C'était simplement, tu vois, ça veut dire le fait qu'une chose s'est passée, grosso modo, c'est vraiment un truc empirique. C'est pas un truc philosophique, ça veut dire, est-ce que le fait que quelque chose se passe dans l'histoire, ça veut dire que c'était ça ce qui devait se passer depuis le début? Ou bien c'est un truc que non, ça veut dire au moment T où les deux possibilités, elles étaient possibles, en fait, c'était un truc où les deux possibilités elles restent ouvertes et ça reste comme ça. Et même si, en fait, après ça, il y a un chemin qui a été pris, ça ne dévoile pas que c'était ça le chemin depuis le début qui aurait dû être fait, tu vois. Ça, c'est dans le cas d'un héritage. Donc, pour expliquer, là, c'est un cas, c'est peut-être pas le plus simple que j'ai dit, mais ça veut dire que, par exemple, selon la vie qui pense En Brera, quand on rendait les terrains au Yovel, c'était qu'il fallait ramener tous les lots de terrain depuis le moment où il y avait eu le partage à l'époque de Josué. Et ensuite on refait le tirage au sort. Refaire le tirage au sort entre tous les survivants de ceux qui étaient de la famille, qui étaient les survivants, les héritiers de ceux qui avaient reçu la terre à Josué. C'est pas simplement on rendait le territoire à celui qui l'avait hérité. Non, on revenait carrément, tu vois, ça veut dire au territoire initial qui avait été distribué par Josué. On refaisait un partage à partir de tous les comment dire les descendants de celui qui avait hérité ce lot. On recommençait, on refaisait le partage à zéro. C'est un exemple, tu vois. L'exemple peut-être plus simple, je ne sais pas si c'est plus simple ou moins simple. Par exemple, tu vois, la Gemara dit, par exemple, s'il y a deux associés qui ont fait le vœu de ne pas tirer profit l'un de l'autre. Imagine deux associés qui se sont disputés, mais qui n'ont pas, en fait, si tu veux, encore partagé les choses sur lesquelles ils étaient associés. Et en fait, ils disent, OK, pour se bloquer mutuellement, ou parce qu'ils ont la haine, juste, peu importe, ils disent, je fais le vœu que toi, tu ne tires pas, parce que quelqu'un, il peut faire le vœu, que je ne veux pas que quelqu'un tire profit de mes biens. Je peux faire le vœu, je jure, je mets un korban, ou un kherem, ou une shvoua sur un tel qui tire profit de mes biens. Et imaginons que même les deux associés, ils ont fait ce même vœu. Maintenant, la question, c'est de savoir, imaginons que, par exemple, ils ont une voiture en association, est-ce qu'ils peuvent utiliser la voiture de l'association? Ça veut dire en disant, voilà, ça veut dire, moi, normalement, j'ai 50% sur cette voiture, disons que j'utilise 3 jours par semaine et l'autre 3 jours par semaine. Alors, est-ce que, maintenant qu'ils ont fait ce vœu, est-ce que maintenant, plus personne, on est obligé de frozen tous les assets de l'association, puisque plus personne ne peut utiliser quoi que ce soit? Et ça dépend, ça va être une discussion dans la Gemara, c'est entre l'avis qui pense Yesh Brera et celui qui pense En Brera. Pourquoi? Ça veut dire que selon l'avis qui pense Yesh Brera, ça veut dire que en fait la chose, elle dévoile rétroactivement la vérité, on va dire. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais ça veut dire que l'idée c'est que l'histoire prouve le passé, quoi. Je ne sais pas comment dire. Donc ça veut dire que quand en fait un des associés va utiliser la voiture, ça prouve qu'en fait c'était ça sa partie de l'association. Donc quand il utilise la voiture, il n'utilise que sa partie à lui, il n'utilise pas la partie de l'autre. Donc, ça veut dire que selon l'avis qui pense Yesh Brera, donc deux associés qui ont fait le vœu de ne pas tirer profit l'un de l'autre, chacun il peut continuer à tirer profit des biens de l'association, parce qu'on va dire qu'à chaque fois qu'il tire profit de l'association, il n'utilise que sa partie, quoi. Parce que le fait justement qu'il utilise maintenant la voiture, ça montre que maintenant c'est sa partie à lui, tu vois, puisque ça veut dire c'est le futur, il dévoile le présent, quoi. Si tu veux, le futur, il dévoile le passé, il montre que dans l'absolu, c'est ce qui s'est révélé historiquement, qui montre que c'était ça ce qui était écrit depuis le début, quoi, si tu veux. Et donc, ça voudrait dire ça. Maintenant que c'est moi qui utilise la voiture, donc ça prouve que c'est ma partie dans la voiture que j'utilise, donc je peux l'utiliser. Ça, c'est si tu dis Yesh Brera. Ça veut dire que la chose, elle dévoile le passé, si tu veux. Je ne sais pas comment traduire en français, tu vois. Car il doit y avoir
Et si tu dis le contraire, si tu dis en brera, donc c'est interdit parce qu'en fait l'idée c'est que voilà, ça veut dire que c'est pas parce que moi maintenant j'ai le droit d'utiliser la voiture que ça se trouve que c'était ça ma partie dans la voiture. En fait, la partie, ça veut dire comme dans l'association, comme on a vu dans l'héritage déjà avant, en fait ça reste indéterminé parce qu'en fait c'est un droit général sur tout le lot mais qui est non déterminé. Et c'est pas parce que moi, à la fin, je vais utiliser une partie du lot que ça veut dire que c'était ça ma partie du lot véritablement depuis le début, quoi. Et donc, ça veut dire que selon cet avis-là, quand moi, je vais utiliser, quand un des associés il utilise la voiture, il utilise aussi la partie de l'autre. Parce qu'en fait, c'est possible de déterminer, ça veut dire, même s'il y a un accord, même s'ils disent, voilà, toi, tu l'utilises lundi, mardi, mercredi, et moi, jeudi, vendredi, samedi, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire cet accord, en fait, c'est que un, je sais pas comment dire, un accord, quoi. C'est juste parce qu'on veut pas se bloquer l'un l'autre. Donc, on accepte de faire un truc comme ça pour être gagnant les deux côtés. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui détermine que véritablement, ma partie, c'est ce que j'utilise, tu vois. Ça, c'est Embraer. Voilà, je donne ces deux exemples, mais il y a plein d'autres exemples. Un des exemples qu'on va voir que Ragnar ramène, c'est l'exemple ici du Maaser. Ça veut dire que ah oui, donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'ils vont utiliser? Ça fait partie du Maaser ou pas? Voilà, tu as compris. Ça veut dire que l'idée, c'est que comme Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ici dans l'histoire, c'est que tu vois, on dit le Maaser que je vais mesurer dans le futur, puisque Rabban Gamliel est dans le bateau, donc il n'a pas mesuré le Maaser. Ouais. Donc, ça veut dire, si tu veux, voilà, c'est pour répondre à la question de Sacha, tout ça, ça veut dire que si tu dis en fait que Yesh Brera, ça marche, parce que ça veut dire comme ça veut dire que qu'est-ce qu'il aura gagné à Rabban Gamliel en faisant ça? C'est que quand il va revenir de son voyage en bateau et qu'il va mesurer le Maaser qu'il va donner à Rabbi Yoshua et à Rabbi Akiva, l'autre Maaser, ça voudrait dire que depuis le début, c'était ça le Maaser qu'il avait donné, qui avait été destiné, qu'il aurait été destiné depuis le début, depuis le moment où il a fait ce kinyan. Ouais. Et donc, il se trouve que rétroactivement, la grange, elle était metoukenet. Ça veut dire les prélèvements avaient été faits et donc les gens de la famille, ils n'ont fait aucun interdit. Ça, c'est si tu dis yesh brera. Si tu dis en brera, alors c'est sûr que ça ne marche pas. C'est-à-dire, si tu dis en brera, ça ne marche pas parce que voilà, c'est parce qu'en fait, il n'aura rien gagné. Donc, la question de Sacha, elle est vraie que, en fait, si tu dis en brera, ça veut dire que tu dis non, c'est que quand il va enlever le maaser, que finalement, ça veut dire le maaser, il va être effectif, mais tant qu'il n'a pas mesuré, etc., il n'a rien fait, tu vois, puisqu'il dit simplement le maaser que je vais mesurer dans le futur, qu'il soit acquis avec l'endroit de Rabbi Yoshua, etc., ça veut dire avec l'endroit que je loue à Rabbi Yoshua ou l'endroit que je loue à Rabbi Akiva. En fait, comme il n'a pas mesuré le maaser et donc il n'a pas encore prélevé techniquement, même en ayant fait ça, en fait, il n'a rien gagné, quoi. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. En fait, voilà. Non, donc voilà, c'était pas moi qui ça, mais l'idée, c'est ça. Aussi, à Enbrera, ça marche pas. Si on dit Enbrera, alors en fait, c'est ce que Tosfot il va dire. C'est-à-dire, Tosfot il va prendre un parti pris pour lui, qu'en fait, on va voir que tout le Tosfot il est, parce que lui, il part sur le principe que Enbrera. Et donc, à cause de ça, donc, Tosfot, il va devoir expliquer la Gemara différemment. C'est pour ça que vous avez selon Tosfot, etc. Parce que Tosfot, il va dire, voilà, en fait, ça ne marche pas ce qu'il dit Rashi, parce que même si jamais, en fait, après, il fait les prélèvements, ça marchera. C'est les gens de sa famille qui auront mangé de la récolte ou qui l'auront vendu, ils auront quand même fait un interdit, parce que le prélèvement, il n'a pas lieu maintenant, il a lieu quand il rentre du bateau, donc il n'a rien gagné en faisant ça, comme il a dit Sacha, tu vois. Ça va être la question de Tosfot. Mais Rashi, en fait, lui, il est basé, a priori, sur le principe que Yesh Brera. Ça veut dire que lui, il pense, et tout ça, c'est pas marqué ni dans Rashi ni dans Tosfot. Tu vas être obligé de, ça veut dire, t'es obligé de le dire, quoi. Ça veut dire, mais c'est un peu évident pour ceux qui connaissent la Gemara. Mais ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, t'es obligé, ça veut dire, en tout cas, l'histoire, c'est que Rashi, lui, en fait, il part sur le principe que Yesh Brera, et que donc c'est pour ça que lui, il pense que les prélèvements que Rabbi Rabban Gamliel, il va faire dans le futur, ils seront rétroactivement valables. Depuis le moment où ils ont fait le Kinyan, et donc il se trouve qu'il aura sauvé les gens de sa famille de faire un interdit, quoi. Et la seule chose qu'il a besoin, c'est qu'il reste au moins 20% dans la grange à la fin, quoi. Et ça, il va dire, ouais, en fait, il imagine qu'ils vont. Rashi, Rashi va dire, en fait, il imagine, Rabban Gamliel, il sait qu'ils ne peuvent pas finir une tonne, tu vois, le temps qu'il rentre du voyage. En tous les cas, il n'a rien à perdre à tenter le coup, en tous les cas, ça c'est sûr, tu vois. Voilà, donc c'est comme ça que Rashi l'explique. Maintenant, pour revenir tout ça, donc tout ça c'est pour expliquer Rashi, pour répondre à la question. On n'a pas encore fait Rashi dans les mots, rien du tout, on va le faire après, mais ça veut dire essayer de répondre à la question de Sacha. Maintenant, pour expliquer pourquoi la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara de ça, c'est que du fait, donc ça c'est ce que la Gemara va dire dans la ligne d'après, c'est que du fait que, l'idée c'est comme ça, c'est qu'en fait, si Kinyan Agav, si on peut faire acquérir
des métaltélim, des objets, il va dire ici, donc c'est 1/10 de la récolte, avec un terrain, même si les comment dire, les métaltélim et les objets, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, en fait, il n'était pas, Rabban Gamliel aurait pu simplement leur dire, voilà, je vous fais acquérir, j'en sais rien moi, tu vois, ça veut dire un terrain n'importe lequel, et avec le terrain, vous acquérez le maaser où il se trouve, tu vois. Alors qu'on voit bien que ici, que quand Rabban Gamliel, il a fait acquérir le maaser à Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, il a spécifié en disant, je vous fais acquérir, je vous fais louer l'endroit où le maaser se trouve, et avec ça, vous acquérez le maaser que je vais mesurer. Donc, ça veut dire on a vraiment l'impression dans la manière dont Rabban Gamliel il a fait le kinyan, qu'il voulait vraiment que l'endroit, ça veut dire qu'il n'a pas pris un endroit random, il aurait pu dire n'importe quoi, il aurait pu dire, je veux dire, si tu veux, Rabban Gamliel, il avait sûrement des terrains partout en Israël ou n'importe où, même peut-être dans le bateau. Je ne sais pas s'il y a des biens immobiliers. Sûrement le bateau lui appartenait, mais peut-être le bateau, on peut dire, ça peut être considéré comme un bien immobilier. Donc j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, il aurait pu lui dire, voilà, avec 2 mètres 5 cm² dans le bateau, tu acquiers le maaser où il se trouve. Et il dit ensuite à Rabbi Akiva la même chose. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui dire l'endroit où le maaser il se trouve? Je le fais acquérir, etc. Donc la Gemara, elle veut apporter de là une preuve comme quoi il faut tsibourine, ça veut dire que pour qu'il y ait il faut que les objets ils soient en fait sur l'endroit où ils se trouvent. Quoi. Ça, c'est ce que la Gemara, elle veut avec cette histoire-là. Donc je vais lire ça, et voilà, je vais lire ça. Et donc c'est ça ce que je veux Sacha, il veut dire, tu vois, c'est Shema Mina, tu veux dire là, tu vois, on est dans la Kavza Inamud Aleph, et 4e ligne, tu as le Shin même, tu vois, c'est Shema Mina, c'est j'en déduis, c'est là où tu t'es arrêté. Moi ou Valentin? Non, moi, j'ai pas la Gemara encore sur les yeux. Valentin, il doit être il est dans le lobby de l'hôtel, là, en train d'attendre sa clé. Shema Mina, Beinan Siburim Ba Shani Hatam Ki, Shani Hatam, right? Shani Hatam. D'abord, Shani faisait la réponse. Déjà, Shema Mina, Beinan Siburim, ça c'est point, tu vois. Shema Mina, j'en déduis de là. Que Beinan Siburim, ça veut dire qu'on a besoin que ça soit Siburim. C'est ça dans le Siburim. Voilà, et donc ça c'est la fin de la preuve. Maintenant la réponse, la réfutation, ça va être ce que tu dis, c'est la réfutation. Tu veux lire si tu veux. Shane Atam, c'est différent là-bas. Donc ça c'est la réponse de la Gemara. C'est différent là-bas. Qui écrit Delo le itrachinehu. Voilà point. Les itrachinehu. Voilà, pour pas, qui écrit, c'est qui, parce que écrit comment. Tu vois, qui c'est pas comment écrit, et qui c'est puisque, on va dire, écrit comment. Delo, pour la négation, litrichinhu, la tircha, ça veut dire les fatiguer. C'était pour ne pas les fatiguer. Delo litrichinhu. Donc, shane atam, c'est différent là-bas. Qui écrit, c'est parce que, on va dire qu'on va traduire comme ça, qui écrit, littéralement, ça veut dire car comment, car comment, Delo litrichinhu, c'était pour ne pas les fatiguer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Ça veut dire que l'idée, ça veut dire comme ça, c'est que si jamais, ce que la Gemara, elle veut dire simplement, c'est pourquoi, parce que toute la preuve, elle était basée sur le fait pourquoi Rabban Gamliel, il leur a fait acquérir l'endroit où le maaser, il se trouve. Pourquoi il leur a fait acquérir n'importe quel endroit en disant, vous acquérez le maaser avec n'importe quel endroit où il donne un endroit lambda. Alors, la Gemara, elle dit comme ça, ce qu'elle veut dire, c'est que si jamais Rabban Gamliel leur a fait acquérir un endroit, pas l'endroit où le maaser, il se trouve, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'ils arrivent du bateau, dès qu'ils atterrissent dans le bateau, en fait, si tu veux, il se trouve que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils ont des propriétés chez Rabban Gamliel, et en plus chez les proches de Rabban Gamliel, etc. Et donc, en fait, si tu veux, ils vont devoir tout de suite, dès qu'ils rentrent du bateau, prendre ce maaser et l'amener chez eux, ou l'amener chez les pauvres, ou l'amener à qui veulent le donner. Mais ça veut dire, ça leur fait la pression, en fait, si tu veux, de l'enlever, parce que l'endroit où ils se trouvent, c'est pas leur storage, tu vois. Et donc, ils se retrouvent comme si tu veux, avec une obligation, si tu veux, un stress, on va dire ça, les trucs chez nous, ça veut dire, ici, ça se traduirait pour ne pas les stresser. Ils voulaient pas les stresser, c'est ça l'idée. Ça veut dire que si jamais ils leur avaient dit simplement, je vous fais acquérir le maaser, avec un endroit lambda quelconque, et maintenant le maaser que je vais mesurer, il sera à vous à partir de maintenant. Ça veut dire que dès qu'il rentre dans le bateau, ça veut dire il se trouve que quoi? Il se trouve qu'en fait, maintenant par exemple, Rabbi Akiva, il a, je sais pas, 100 kilos, 200 kilos de blé dans une grange qui lui appartient pas, et qu'en fait, si tu veux,
tu vois, si tu veux, même si ça appartient sûrement à Rabban Gamliel, mais on imagine qu'il y a plein de gérants, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui vont vendre le blé et tout ça, mais ça veut dire ils peuvent, tu vois, ça veut dire ils peuvent, lui il va se sentir Rabbi Akiva obligé de déménager le truc le plus vite possible, parce que tu vois, ça veut dire le terrain ne lui appartient pas, et tu sais jamais s'ils vont lui demander, je sais pas si c'est une obligation morale, ou ils vont lui demander un rent, ou j'en sais rien, etc. Ça veut dire qu'il ne veut pas, Rabbi Akiva va se retrouver stressé au moment où on rentre du bateau, de tout de suite dégager le maaser pour le distribuer, tu vois, parce qu'il ne veut pas le laisser là-bas, ne serait-ce qu'une minute, puisque en fait, il est en train de voler le terrain de l'autre, tu vois, si tu veux. Et il est en train d'utiliser un storage room qui lui appartient pas. Et donc, en fait, ça lui fait un stress, quoi. Donc, c'est ça ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, c'est parce que Rabban Gamliel, il voulait pas leur mettre ce stress supplémentaire. Donc, il a dit, voilà, je vous loue l'endroit où le maaser, il est. Comme ça, quand vous rentrez du bateau, vous avez le temps que vous voulez pour ensuite le distribuer ou le prendre ou ce que vous voulez avec. Ça veut dire, s'il leur avait donné un autre endroit, en fait, ça veut dire que Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, c'est ce que vous trouvez dans l'obligation morale, ça veut dire, et même par la halakha, de dégager les choses qui leur appartenaient de l'entrepôt qui n'est pas le leur, quoi. Ou de payer un rent ou un truc comme ça, tu vois. Et comme ils ne voulaient pas les mettre dans ce stress, c'est sûr qu'à la fin, ils leur auraient pas demandé le rent, si tu veux. Mais ils auraient peur, tu vois, ça veut dire qu'ils prenaient un risque, si tu veux, on va dire, ils prenaient un risque au niveau légal de se retrouver perdant. Donc, comme ils ne voulaient pas, en fait, les mettre dans une situation où ils avaient un stress, même si... Donc, en fait, c'est pour ça qu'il leur a dit, voilà, et l'endroit où se trouve le maaser, je vous le loue comme ça, vous avez aucun stress, même par la suite, d'aller le chercher quand vous rentrez ou avant, etc. On ne va pas vous demander un rent, quoi, tu vois, c'est tout, tu vois. Okay. On ne va pas vous demander un rent. Ça veut dire l'idée, c'est que je veux dire, c'est sûr que Rabban Gamliel n'aurait pas fait ça, mais tu sais jamais. C'est de là on apprend que quand tu veux faire du business, etc., essaye tu vois, ça veut dire, si tu veux être gentil, quoi, ça veut dire, etc., ne dis pas, oui, mais je fais-moi confiance, ils vont pas te demander le rent, c'est bon, tu vois, c'est mes employés, ils vont pas t'emmerder, etc. Non, tu vois, ça veut dire, Rabban Gamliel, il savait que, en fait, malgré tout, tu vois, ça faisait un stress de Rabbi Akiva et de Rabbi Yoshua. Donc, pour pas qu'ils aient ce stress-là du tout, il leur dit, voilà, vous n'ayez pas peur. Voilà, c'est pas simplement que vous allez avoir ce maaser qui est entreposé chez quelqu'un que vous connaissez pas ou quelqu'un qui peut vous demander un rent et ça peut être en fait une sorte de piège à con et tout ça, etc. Il leur dit, non, voilà, je vous loue l'endroit, ça veut dire, je vous loue l'endroit où le maaser se trouve. Donc, ça veut dire, on ne demandera pas de rent. Et en plus, vous n'avez aucun stress de courir pour aller ensuite le vider, pour aller le distribuer, etc. Je ne vous donne pas un cadeau empoisonné, quoi. C'est ce que ça voulait dire. Ça veut dire, si jamais, en fait, il leur louait pas l'endroit, ça veut dire qu'il leur avait donné un autre endroit. C'est sûr que le Kinyan, il aurait marché et il aurait fait acquérir, si tu veux, les graines, le maaser là où il se trouve. Mais il se trouve que techniquement, Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, ils se seraient retrouvés avec des stocks de blé qui leur appartenaient à eux et qui étaient stockés chez des autres gens, dans un territoire qui leur appartenait pas, sur lequel ils n'avaient aucun droit. Donc, tu sais jamais, même si ça c'est les employés de Rabban Gamliel et même si c'est clair que le terrain il appartenait à Rabban Gamliel, c'est-à-dire qu'il n'aurait sûrement pas demandé un rent, mais ça voulait dire déjà, il doit lui faire confiance. Donc, il en fait le stress, tu vois, de dire, tu vois, on ne sait jamais, peut-être qu'il va nous demander un rent, tu vois, imagine, je ne sais pas, il perd tout son fric, etc. Tu vois, quand tu fais du business avec les riches, tu comprends, les mecs, ils te promettent toujours monts et merveilles, et puis au fur et à mesure, voilà, le cadeau, tu vois, il y a des vrais, il y a ça, oui, tu vois, il y a des taxes à payer ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est pour ça, c'est ce qu'il voulait leur dire, tu vois, ça veut dire, non, tu vois, il n'y a pas de, no hidden fees, comme ils disent en Amérique, tu vois, il n'y a pas de frais, il y a pas de frais de location cachés, c'est pas un cadeau empoisonné. C'est ça l'histoire, tu vois. L'idée, ça veut pas dire qu'il ne faisait pas confiance à Rabban Gamliel, mais ça veut dire que, tu vois, c'est que tout le monde, c'est parce qu'il voulait être le plus rassurant possible, le plus honnête possible, ne donner aucune possibilité à avoir, si tu veux, une sorte de, tu vois, voilà, d'arnaque, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est comme ça, c'est tout, c'est parce que voilà, c'est comme je dis, quand de là on apprend, quand quelqu'un il est un sadique, etc., il se dit pas, fais-moi confiance, je te promets, je te demanderai pas le rent. Il fait le contrat de telle manière parce que c'est sûr que tu peux pas demander le rent en disant, voilà, je te donne le rent aussi, tu vois. Et c'est ça ce que la Gemara veut dire. Elle veut dire, c'est pas parce qu'au niveau du Kinyan, ça n'aurait pas marché s'il n'avait pas donné le rent de l'endroit, mais c'est parce qu'en fait, ils voulaient pas les mettre dans une situation où eux, techniquement, ils se retrouveraient légalement, tu vois, ça veut dire dans une obligation de payer un rent ou de dégager ça veut dire, tu vois, en infraction, on va dire, etc. Et donc, ils voulaient pas du tout que ça soit comme ça. Donc, il leur a dit, voilà. Voilà, ça veut dire, il leur a dit, c'est pour ça qu'il leur a loué l'endroit en disant, voilà, avec ces dollars symboliques, j'ai voulu l'endroit où se trouve le blé, quoi. Comme ça, il n'y avait aucune possibilité d'arnaque,
hidden fees, il n'y avait pas de stress, comme la Gemara dit l'autre, trichinhu, ça veut dire, il ne faut pas les fatiguer, ça veut dire ici, ça veut dire il ne faut pas les fatiguer mentalement, ça veut dire que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils disent pas, on s'est peut-être fait entuber, tout ça maintenant, on va rentrer, ils vont nous demander le rent, ou on va avoir 2 jours pour dégager tout le truc, et d'où est-ce qu'on va mettre tout ce blé, tout ça, c'est quoi l'infrastructure, s'ils devaient le distribuer à la Tzedaka, tu vois, ça pouvait être des frais, tu vois, pour eux, etc. Donc, c'est dans quoi on s'est encore embarqué et tout ça. Donc, c'est pour ça que Rabban Gamliel a dit, non, voilà, je loue l'endroit où est-ce qu'il se trouve, comme ça, voilà, ça veut dire, c'est un truc où vous avez aucun risque de perte, quoi. Il n'y a aucun risque de faux frais, de marque, un truc comme ça. C'est ça que j'ai pas compris, pourquoi il n'y a aucun risque là-bas. C'est quoi l'histoire? Parce que comme, ça veut dire, c'est quoi le risque qu'il y a? Si jamais quelqu'un il te donne, je sais pas, 50 kilos de blé ou 100 kilos de blé ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, ok, c'est un cadeau netto, ok, j'ai les 100 kilos de blé, tout va, je vais le donner à la Tzedaka, tout va très bien, c'est bien. Non, le problème, c'est qu'à l'époque de la Gemara, tu vois bien, c'est que le problème, c'est le storage. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, le blé, ça nécessite du storage, et ça veut dire, en fait, le truc, c'est, si jamais, en fait, Rabban Gamliel leur aurait donné le blé sans leur donner l'endroit où il se trouve, ça veut dire après, si tu veux, les employés de Rabban Gamliel ou Rabban Gamliel lui-même, ou peu importe, ils auraient pu demander du storage fees. Tu vois, et ça veut dire qu'ils auraient pu demander des storage fees, ou bien, en tous les cas, comme Rachid dit, ils auraient pu lui dire, tu dois enlever ton blé tout de suite, tu vois. Et Rabbi Akiva, il se retrouve avec à gérer, tu vois, je sais pas, 1 tonne de blé qu'il doit distribuer dans les plus brefs délais aux pauvres et tout ça, que lui, tu vois, il se met dans un stress. C'est pour ça que la délolétrie chez nous, c'est qu'ils ne voulaient pas les mettre dans un stress. Ça veut dire, si jamais, en fait, il leur avait pas donné l'endroit où l'objet se trouve, en fait, le Kinyan, il aurait marché selon la réputation de la Gemara, parce que l'Obainan Siburim, la Gemara, elle va dans le dit que c'est pas une preuve qu'on a besoin de Siburim. Et pourquoi est-ce qu'il leur a donné cet endroit-là? C'est parce qu'il voulait pas les mettre dans une situation où ils pouvaient se retrouver avec des difficultés, tu vois, à devoir vite, tu vois, comment dire, voilà, ça veut dire dégager le blé ou un truc comme ça, tu vois. Imagine, peu importe, tu vois, tu parles des gérants, tu vois, même ça arrive tous les jours dans le business, que le type, il te dit, voilà, je te donne tout ça, et dans mon warehouse, tu as tous ces trucs-là qui sont à toi dans mon warehouse et tout ça, tu peux les garder. Et qu'est-ce qui se passe? Le type, hop, il vend le warehouse entre-temps. Et dès qu'il y a un nouveau propriétaire du warehouse, le type, il dégage, tu vois. Et par exemple, voilà, maintenant qu'il leur avait loué l'endroit, ça donne un exemple, tu vois, ça veut dire que ils pouvaient facilement se retrouver dans la merde si jamais, par exemple, voilà, les gérants d'Arban Gamiel, ils avaient décidé de vendre le warehouse pour une raison ou pour une autre, et que lui, ce maintenant Rabbi Akiva et tout ça, il se trouve avec de l'obligation de soit de payer un rent au nouveau propriétaire du warehouse ou de dégager tout de suite, et ils n'ont pas la possibilité. Donc, ça pouvait être quelque chose, tu vois, un cadeau empoisonné. Donc, c'est pour ça qu'il leur dit, non, voilà, je vous loue l'endroit où il est. Donc, ça veut dire, maintenant que je voulais louer, même si jamais un des gérants et vend le warehouse ou peu importe, ils ne seront jamais, le Rabbi Akiva ni Rabbi Yoshua, ils ne seront pas dans l'obligation de quitter le warehouse, etc. Tu vois, ça veut dire, ou de payer un rent. C'est ça ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est clair. C'est clair. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la preuve de la Gemara et la réfutation. Voilà, donc on va essayer de faire Rachi. Je pense qu'on va faire Rachi. Après, toi, ça, évidemment. Prendre 10 secondes de pause technique. Vas-y. Comme ça, tu pourras lire Rachi après. Rav, Ouais. La peur, le stress, c'est que comme il lui dit je te le loue. S'il n'avait pas dit je te le loue, s'il lui avait dit. S'il lui dit je te le loue pour un truc dérisoire, à ce moment-là, il n'y a même plus de. Ouais, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Ouais, c'est $1, c'est ça, c'est pour une prouta. C'est $1, exactement, voilà, t'as compris. Mais ça veut dire pourquoi il fait. La question de l'agma, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas simplement donné un terrain n'importe où? Pourquoi est-ce qu'il leur a dit? Puisque la preuve de l'agma, c'était de trouver qu'il faut. L'agma dans la Famina, elle voulait dire pourquoi est-ce qu'il leur loue l'endroit où l'objet se trouve si tu n'as pas besoin d'être sibourine? Donc, tu n'avais qu'à leur louer tu avais qu'à leur donner n'importe quoi. Tu vois, ça veut dire. La preuve de l'agma, c'est de dire si on n'a pas besoin d'être sibourine, donc il avait qu'à leur donner n'importe quel endroit. Il pouvait dire voilà, je te fais acquérir ce blé. Ah, moi, j'ai pas compris. Moi, je croyais qu'il était en train exactement de lui prouver ça, qu'il a besoin d'être sibourine. C'est pour ça qu'il lui louait ce terrain-là. Moi, c'est ça que j'avais compris. Oui, ça, c'est ce que l'agma, elle pensait au début. C'est ça. C'est quand on dit Shema Mina Bainan Sibourine. Donc, ouais. on dit et l'agma, quand l'agma dit Ashane Atam qui écrit des lolitrinru, c'est une réfutation. L'agma veut dire toujours, je pourrais te dire qu'on n'a pas besoin d'être sibourine, que tu peux faire acquérir en fait des biens immobiliers avec des biens mobiliers avec des biens immobiliers par Kinyan Agav, même si les biens ils sont pas sur l'endroit lui-même.
Et pourquoi alors ici, Rabban Gamliel, il a voulu leur faire acquérir l'endroit où le blé se trouvait? C'était pour pas qu'ils soient stressés. Ok, encore one of these. Ah, c'est là que vous avez dit que les gens qui font la Gemara, ils connaissent ce genre de truc. C'est pas. D'accord. Non, c'est pas sur ça que je dis ça, mais c'est pas grave. Parce que c'est souvent comme ça. C'est par peur de, c'est par truc, ça, c'est par machin. C'est parce que voilà, ce que je dis, c'est parce qu'il a fait peur de. C'est surtout, tu vois, ça veut dire qu'il lui demande un rent, tu vois, comme je dis, même que c'était lui le propriétaire, voilà, on va dire, il vend le warehouse, tu vois, ça peut arriver, un truc comme ça. Donc, c'est pour qu'ils n'aient pas le stress, eux, de devoir dégager la chose ou de se retrouver à ce qu'on leur demande un rent. Donc, c'était pour qu'ils soient qu'ils soient rassurés, qu'ils ne prennent pas de risque sur le deal, tu comprends, voilà. Ouais. Vous faites acquérir ces tonnes de blé et tout ça, tu peux dire, voilà, ça nécessite des frais de comment dire, de storage. Qui c'est qui va payer les frais de storage? Donc, ils leur disent, non, voilà, et l'endroit qui est sur lequel ils sont, il vous est loué. Donc, vous n'allez pas avoir à payer les frais d'entrepôt. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord. Mais l'idée, c'est que, c'est donc maintenant, il n'y a plus de preuves comme quoi il faut que ce soit l'endroit lui-même où l'objet se trouve pour faire Kinyan Agav. Ça veut dire qu'on peut faire Kinyan Agav même si c'est l'autre, même si c'est pas de Sibourine. Tu vois, dans la Ramina, dans la première étape, Agma, elle voulait apporter une preuve de cette histoire comme quoi on peut faire Kinyan Agav que pour faire acquérir des objets immobiliers qui sont sur l'endroit lui-même, qu'il faut de Sibourine. C'est parce qu'on voit que Rabban Gamliel, lui, quand il a voulu faire acquérir le Maaser, il a dit, je vais vous faire acquérir le Maaser avec l'endroit où le Maaser se trouve. D'accord? Et donc, c'était la preuve de la Gemara. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas simplement fait acquérir n'importe quel endroit XY, peut-être même dans le bateau ou un truc comme ça? Et la Gemara, elle répond, non, en fait, c'est sûr qu'il aurait pu, le Kinyan, il aurait fonctionné, même si ce n'était pas de Sibourine. Mais la raison pour laquelle, en fait, il a fait acquérir avec l'endroit où le blé se trouvait, c'était pour pas qu'il se retrouve après ça avec un stress de payer des frais de storage ou des trucs comme ça. Puisque là, le frais de storage, il aurait été donné pour un franc symbolique, quoi, puisque tout était vendu par une prouta, comme tu as dit. C'est bon? Ça, c'est la preuve et la réponse. Quoi. Alors, les rachis sont sur Kavzaïn? Ouais, ils sont capables. Je pense que laisse-moi regarder 2 secondes. Je suis obligé de mettre mes lunettes. Désolé. Ouais, c'est un petit rachis. Dans la dernière ligne de Kavava Moudbet, il y a Sheayu Bain Disfina. Il y a quand même le rachis en bas. La dernière ligne de rachis, tu vois, Sheayu Bain Disfina, qu'ils allaient dans le. Ah, ouais, ok. Sheayu Bain Disfina. Veshachat, ok. Et Jonathan Rishut, les Troum. Les Troum. Ça veut dire, c'est pour répondre. Il a oublié, il n'a pas donné la permission de donner le Maaser. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas donné de procuration aux gens de sa famille de le faire. Tu vois, c'est pour répondre à la question de Sacha. Ça veut dire que pourquoi les autres, ils ne pouvaient pas le faire pour lui, parce qu'il ne leur avait pas donné la procuration. Et donc, même s'ils avaient l'information, a priori, ils n'avaient pas l'information non plus, puisque sinon, ils n'auraient pas touché, et puis c'est tout. Mais ici, l'idée, ce que Rachid veut dire, c'est que voilà, même s'il leur avait donné l'information, il leur avait pas donné la possibilité, il faut qu'il soit un chaliar, quoi. Et il ne les a pas nommés chaliar. Donc, eux, ils ne pouvaient pas le faire pour lui, quoi. Maintenant que, c'est la responsabilité du père, en fait? Du propriétaire de la récolte, c'est-à-dire c'est lui. C'est lui le propriétaire de la récolte, donc c'est lui qui doit faire. Tu vois, comme quand il vend le chametz, c'est le propriétaire du chametz qui doit vendre le chametz, quoi. Donc, tu vois, normalement, tu vois, c'est pour ça que c'est une grande chéla aujourd'hui quand tu fais la vente du chametz, puisque aujourd'hui, tu vois, les femmes, elles ont aussi un. Tu vois, c'est à l'époque de la Gemara, on dit que tout appartenait au mari, c'est pour ça que tout appartenait au père de famille. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que le père de famille qui faisait la vente du chametz. Mais aujourd'hui, où c'est, tu vois, il faudrait peut-être que la femme aussi, elle fasse la vente du chametz, etc. Mais bon, tu vois, on ne va pas rentrer dans les histoires, mais c'est grosso modo, c'est tout, c'est l'histoire. Ça veut dire, c'est lui qui doit faire les prélèvements et c'est lui qui peut donner la procuration, c'est le propriétaire, c'est évident. Donc, dans l'histoire de Rabban Gamliel, comme c'est lui le père de famille, etc., c'est le propriétaire de tous les terrains. Donc voilà, donc lui, en fait, c'est à lui de faire la mitzvah, de faire les prélèvements. Et s'il ne veut pas le faire parce qu'il est en voyage, il peut donner une procuration à n'importe qui de ses enfants ou de ses employés de faire les prélèvements pour lui. Mais lui, il a oublié de le faire. C'est ça ce qu'il dit. C'est non seulement il a oublié de prendre le maaser, mais en plus, il a oublié de donner la procuration à quelqu'un pour le faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est ici qu'il est obligé de faire cette situation-là, de dire, d'utiliser le principe de Brera, selon Rachid, de dire que voilà, que le maaser que je vais prendre dans le futur, qu'il soit donné à etc., pour que ça marche de manière rétroactive, que tu vois, c'est un truc vraiment, tu vois, voilà, c'est un truc de dernier recours, quoi, parce que d'abord, tu sais, il a même pas mesuré combien de maaser, donc, tu vois, il est obligé de tabler qu'il espère qu'il reste 20%, tu vois, quand il rentre, tu vois.
C'est-à-dire, tu sais jamais. Bien sûr, si je peux très bien qu'ils mettent plus de temps à rentrer que. C'est ça. Mais c'est pour ça que tout ça, c'est un bédiavad. C'est du bédiavad, quoi. Ça veut dire, c'est pour parer, c'est pour trouver une solution qui permettrait d'éviter, tu vois, que ces enfants ou les acheteurs, etc., ils fassent des avérotes de manger de la nourriture qui n'a pas été prélevée, que c'est un interdit grave d'après la Torah. Ça veut dire, à l'époque du Beth Amikdash, quoi, ça veut dire, quand le maaser, c'est chayav mita. Si quelqu'un il mange de la comment dire, de la produit d'Eretz Israël, qu'on n'a pas enlevé les maasrot, c'est chayav mita b'idei shamayim. Donc, lui, il veut essayer d'enlever ça. C'est chaud. Ouais, c'est pour ça. À l'époque, c'était truc, c'est pour ça. Donc, lui, il essaye d'éviter ça. Donc, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc, trouve cette méthode, tu vois. Il n'essaye pas de rentrer. Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il pouvait, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme les avions, quand tu viens de prendre l'avion, tu dis ok, je prends un retour et c'est bon. Tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai perdu 400 $ ou j'en sais rien, mais tu vois, à l'époque, tu vois, quand on dit que c'était un bateau, moi je te dis qu'a priori, quand tu partais en bateau, c'était pour longtemps, quoi. Je sais pas combien de temps ça faisait. Il va expliquer ça à l'empereur. De Jérusalem à Rome, je sais pas combien de temps ça pouvait aller en bateau, mais je pense que tu vois, au milieu de l'Atlantique, tu vois, j'en sais rien, mais je pas de l'Atlantique, mais de la Méditerranée. Ça veut dire, voilà, quoi. Voilà. Donc, je pense pas que, tu vois, c'était une solution, quoi. Je veux dire. D'ailleurs, donc c'est ça, t'as raison, peut-être tu poses la question, peut-être qu'il aurait dû rentrer, je sais pas, peut-être tu poses la question, Kanye qui pouvait pas, question que je dis. Tu vois, Mistama, tu vois, ça veut dire tout ça, ça veut dire, c'est sûr que eux, comme tu vois, cette histoire-là, tu vois, ça veut dire que les Chachamim, tu vois, Rabban Gamliel, qui est le Nassi, et les Ekhanim du Sanhedrin, tu vois, ils allaient certainement pas, tu vois, en bateau pour aller à la plage, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, c'était sûrement, comme je t'ai dit, et ça, on le retrouve très souvent, qu'ils allaient beaucoup à Rome, ils étaient obligés à chaque fois de plaider. Tu vois, il y avait beaucoup de diplomatie qui était en fait en jeu dans l'Empire romain. C'était un pays bien basé sur les magouilles et le lobbyisme. Et voilà, les Juifs, ils étaient vachement pour eux, c'était super important, quoi. C'est une grande partie. Le membre des Sanhedrin à la fin, tu vois, la grande partie, c'était des hommes politiques, quoi. Tu vois, c'est des hommes politiques, ça veut dire qu'ils devaient plaider et qu'ils devaient en fait chercher des magouilles, des arrangements, des trucs pour les intérêts d'Israël, tu vois, pour les Juifs en Israël et à travers l'Empire, et c'était ça leur travail, quoi. Tu vois, Rabbi Akiva, grosso modo, après, tu vois qu'il a enseigné, tu vois, ça veut dire dans les 40 dernières années de sa vie, puisqu'il a eu une longue vie, c'est ce qu'il a eu jusqu'à, grosso modo, ça veut dire, tu vois, on dit pendant 40 ans, pendant 40 ans, il a travaillé, pendant, je sais plus quoi, pendant 40 ans, il a étudié. Après ça, on te dit pendant 40 ans, il a enseigné. Mais en réalité, en fait, tu vois, c'est dans la deuxième guerre, ça, c'est pas vraiment qu'il a enseigné, quoi. C'est-à-dire sa carrière d'enseignant, il a fini à 80 ans. Et le reste du temps, c'était en fait beaucoup comment dealer avec les Romains, quoi. Donc, c'était ça, tu vois. Donc, à part ça, donc, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est que tous ces voyages, ils savaient sûrement un digne de Pikuach Nefesh, tu vois. Ça veut dire que pour eux, c'était. Donc, tu vois, c'était comme si, tu vois, c'était doré toutes les mitzvot, tu vois, grosso modo. Tu vois, c'est pour eux, ça veut dire, c'est tout. Quand tu es Betzor Kerabim, surtout à l'époque où il y avait des pogroms, il y avait des machins, il y avait des lois, des famines et tout ce que tu veux. Donc, ça veut dire, eux, quand ils partaient en mission diplomatique, etc., ça veut dire, ça avait le statut de soit libérer des prisonniers, soit Pikuach Nefesh, soit tout ce que tu veux. Donc, ils étaient exempts techniquement de toutes les mitzvot, si vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est intéressant pourquoi alors il insiste pour faire le maaser, quoi. Parce que voilà, ce qu'ils peuvent faire, ils font, tu vois, c'est l'histoire. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout, ça veut dire ce que tu fais, mais voilà, mais c'est tout, tu vois, mais voilà, bref. En tout cas, c'est ça. C'est vrai que, tu vois, Tosfot, ça va être un de ses problèmes, de dire quoi, comment est-ce qu'il a oublié, comment est-ce que Rabban Gamliel peut avoir oublié, de laisser tout ça. Ça veut dire, si on dit qu'un Chaver, il laisse jamais quelque chose sans avoir fait les prélèvements, c'est que c'est une Chazaka. Comment, Rachid, toi, tu peux dire que Rabban Gamliel avait oublié, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Bon. Tu vois, c'est une question qui est une question, bonne question. Comme je te dis, ça veut dire pour moi, à mon avis, c'est pas si grave. Ça veut dire c'est pas si impossible que ça. C'est à leur époque. Urgence. Ouais, c'est ça, il y a une situation d'urgence, etc. Il faut y aller, ils y vont. Ils n'ont pas le temps d'envoyer des messages pour ramener. Je ne vais pas savoir où ils étaient les territoires de Rabban Gamliel, si c'était à côté de Jérusalem, sûrement. Le port, il est sûrement à Césarée. Il n'y a pas, tu vois, ça veut dire les ports qui sont proches de Jérusalem, ils sont à plusieurs jours de marche, etc. Tu vois, pour moi, c'est pas du tout impossible, tu vois. Voilà, je veux dire, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Voilà, mais bon, ce que je dis, ça va être une question. En tous les cas, Rachid, tu vois, pourquoi Rachid dit ça? Rachid dit qu'il a oublié de donner une procuration parce que ça aurait marché, tu vois, ça veut dire, a priori, c'est pour ça que Rachid est obligé de dire ça. Ça veut dire que voilà, il n'a pas non plus, il aurait pu envoyer un message, par exemple, une lettre, en donnant procuration, comme on fait avec la vente du Hametz à Pessah, tu vois, en disant, voilà, avec Kinyan Khalipin, comment?
J'allais dire pourquoi il fait pas comme un Pessar et qu'il vend Mais comme c'est une parce voiture qu'il n'a pas commerciale. fait, mais maintenant qu'il ne peut plus le faire, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas qui le fasse pour lui, donc il faut qu'une procuration. Lui, tu vois, ça veut dire que quoi qu'il en soit, maintenant c'est trop tard, il est dans le bateau, il n'y a plus personne qui peut retourner là-bas, même pour transmettre un acte, tu vois, de procuration. Tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, il y a pas, ils Ah, n'avaient fallait pas, plus de acte de procuration. Ah, ok. c'est ça, ils n'avaient pas Internet, tu vois. C'est même pas sûr que les Ah, gars ouais, bah ouais. Internet, mais à l'époque, tu n'as pas une preuve d'ici parce qu'ils n'avaient pas Pigeon Internet. voyageur. Ah, voilà, ils n'ont pas des pigeons Ouais. voyageurs ou des choses comme ça. C'est ça l'histoire, ce que Rachid te dit. Donc, il te dit, il a pas fait. Si tu ne l'as pas fait avant de partir, tu ne peux plus le faire une fois que tu es dans le bateau. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, non seulement il n'avait pas pris le maaser, mais en plus, tu vois, il aurait une solution jusqu'au dernier moment, sûrement, de prendre n'importe quel type qui est dans le dock là-bas et de lui dire voilà, je t'ai créé une lettre, est-ce que tu pouvais faire transmettre ça à ma femme ou à mes enfants, que voilà, il faut prélever le maaser. Et il signe et ça marche et c'est une procuration. Ça aurait été une solution, c'est ce que Rachid te dit, mais il a oublié de faire ça aussi. Alors, tu vois, de se dire comment ça fait qu'il peut avoir tellement oublié, tu vois, alors c'est pour ça, l'idée, c'est qu'a priori, il est parti en urgence, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ce que Rachid dit, tu vois, Rachid dit ça pour expliquer quelle est la situation, tu vois, voilà, c'est ça ce qu'il dit. Ok. Donc, bon, maintenant, tu vois, donc on peut regarder Rachid après, donc maintenant on est On a tout le Yoshua. Nous, on a vu Yoshua Ben Hanania. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il ne reprend pas le lot. Comment? Il ne reprend pas le lot. On a tout le, il y a marqué dans la Gemara, on a tout le lot, les Yoshua. Ok. Bon. Ouais, ça, je suis d'accord. Parce que ça, je fais des fois. Rabbi Yoshua ben Hanania, כדאמר במסכת ערכין, מעשה ברבי יהושע בן רבי חנניה, שהלך לסייע את רבי יוחנן. Donc, il y a une histoire dans la Gemara de Erechin, où en fait il y a Rabbi Yoshua qui est parti aider Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Parce que l'idée, je veux dire, je fais une introduction de un mot, c'est que Rachid va expliquer, parce que dans l'agma, on ne te dit pas pourquoi est-ce qu'il donne le maaser à Rabbi Yoshua. Donc Rachid veut simplement expliquer que Rabbi Yoshua, c'est un Lévi, c'est tout. Et donc, il veut d'abord dire de quel Yoshua il s'agit. Donc, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est le Rabbi Yoshua qu'on connaît dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, il donnait à Yoshua. Parce que Rabban Gamliel, lui, c'était le Nassim. Donc, lui, si tu veux, il n'avait pas le droit d'appeler les gens Rav. Tu vois, c'est même son propre Rav, tu vois, il ne pouvait pas l'appeler Rav. Mais à plus forte raison, tu vois que. Donc, c'est pour ça qu'il dit Natun le Yoshua, Natun le Akiva. Parce que tu vois, lui, c'était un manque de respect par rapport à la Nessiout si lui commençait à dire Rabbi Yoshua ou Rabbi Akiva. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'au début, tu vois, Sacha, il a pensé que Yoshua, c'était un lambda, c'était un citoyen lambda. C'est pour ça que Rachid t'explique, non, c'est Yoshua dont c'est les questions ici, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Rabbi Yoshua qu'on connaît dans la Mishnah, qui d'ailleurs à un moment va rentrer après en dispute avec Rabban Gamliel, etc., comme c'est dans plein de fois dans l'histoire. Ça va être après ça va être beaucoup de politique avec lui, après, entre lui et Rabban Gamliel plus tard, peut-être déjà, il y avait déjà eu, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça veut dire, en tout cas, Rabbi Yoshua ben Hanania, tu vois, c'est un grand raf, quoi. C'est celui qui va devenir Nassi par la suite, après que Rabban Gamliel, il va plus ou moins être destitué à moitié de sa Nessiout, quoi, à cause de problèmes qu'il y a eu. Mais en tous les cas, ça veut dire, en tout cas, c'est ce qu'il te dit, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Et on te dit c'est un Lévi. Maintenant, il va t'expliquer, tu vois, que Dama, c'est une source. Okay. Parce que c'est pour ça qu'il recevait le maaser. Tu vois, là. C'est pour ça qu'on dit que Dama. Agafat la tot. Quoi, Agafat, c'est quoi? Alors, ça veut dire que l'idée, c'est que voilà, puisque c'est la paracha de la semaine. Donc, si tu regardes, ça veut dire que. Donc, si tu vas qu'à l'époque du Mishkan, les Lévi'im, donc ce que tu as appris dans les Lévi'im, c'est que quoi? C'est que ce que dans la paracha de cette semaine et la semaine prochaine, c'est que le rôle de Lévi'im, il était très organisé et très précis. C'est-à-dire, tu vois, on te dit que chaque Lévi, en fait, il avait un ustensile sur lequel il était préposé. À l'époque du Mishkan, ça veut dire, si jamais il y avait un Lévi, les Lévis qui devaient porter, je ne sais pas moi, qui devaient porter la menorah, c'était pas interchangeable, c'était ton job. Tu rentrais dans ton job, il commençait à 30 ans, tu rentrais à travailler comme Lévi. Et si ton job c'était de porter la menorah, il y avait 2 personnes qui avaient leur nom, qui étaient préposées à porter la menorah. C'était leur job pour toute leur carrière de 20 ans. Ils devaient travailler de 30 ans à 50 ans à faire ça. Ils pouvaient être changés, mais en tous les cas, il y avait le préposé qui devait les changer. Chaque Lévi, il avait, tu vois, c'est ce qu'on dit, ou Shemot Tifkedu, et Klim et Shmeret Masam. Ça veut dire nominalement, tu dois attribuer chacun qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, chacun qu'est-ce qu'il devait porter. Ceux qui devaient porter une poutre X avec cette charrette A, c'était pas interchangeable. Un gafa, c'est une poutre. Alors non, alors ici, c'est pas ça. C'est que ça, c'était à l'époque du Mishkan. Ça veut dire quand ils étaient dans le désert, c'était dans la parachute que tu parles,
Donc ça, c'est ce qu'on a dans la Torah, on nous parle de ça. On dit que les Lévi'im, quand ils portaient des choses, puisque le travail du Mishkan, le travail des Lévi'im dans le Mishkan du désert, c'était principalement de démonter le Mishkan et de le porter, quoi. Grosso modo, c'est ce qu'ils faisaient, quoi. C'est ça leur travail, principalement. Ça veut dire, et après ça, ça va changer. Ça veut dire, ça, c'est ce qui se passe à l'époque du Mishkan. On n'a pas, en fait, si tu vois dans la Torah, ça veut dire, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire, mais ça veut dire, on n'a pas tellement l'impression qu'ils utilisaient, ça veut dire qu'ils utilisaient des instruments de musique, par exemple, dans le Mishkan, que ça va devenir ensuite la prérogative des Lévim. Enfin, je dis en tous les cas, je rentre pas dans les détails, mais en tous les cas, l'idée, c'est que dans le désert, les Lévim, leur travail, c'était démonter le Mishkan, remonter le Mishkan et porter le Mishkan. C'était ça leur travail. Et chacun, il avait un truc super défini. C'était pas interchangeable. Chacun, en fait, il avait sa place. Il fallait qu'il avait un ustensile sur lequel il était préposé toute sa carrière. Et c'était comme ça. Quand ils sont arrivés en Israël et qu'il y a eu le Beth Amikdash, évidemment, les Lévim, donc, ils n'avaient plus à démonter, remonter le Beth Amikdash tous les jours, rien du tout. Mais donc, ça s'est transformé avec des autres jobs qu'ils avaient. Donc, ils avaient, grosso modo, les Lévim, ils avaient deux types de jobs. Ils avaient, à l'époque du Beth Amikdash, un job, c'était les musiciens. C'était les Meshorarim. Ça veut dire ceux qui faisaient la musique. Les shirim, puisqu'en fait, il y a eu, donc a priori, c'est depuis l'époque de David que il y avait on avait instauré donc des shirim, qui sont les télim, etc., qui allaient avec les korbanot et qui étaient en musique, etc. Et donc, en fait, c'était donc leur job, c'était grosso modo, clairement, depuis l'époque de David, une des parties de leur job, c'était donc soit d'utiliser des instruments de musique, soit de chanter à la voix. Et ça, c'était une partie des Lévi'im. D'autres Lévi'im, eux, ils étaient là pour garder. Ça veut dire qu'il y avait des gardes dans le Beth Amikdash qui étaient exactement FDLF Abdalot, comme les gardes que tu as à Saint-Pierre, à Rome, où tu vois des gardiens habillés comme ça avec des costumes, tu vois, fait par Léonard de Vinci. Ça veut dire qu'ils sont complètement, ça veut dire, voilà, c'est très beau, tout ce que tu veux, mais qui, en fait, ils gardent je sais pas quoi, mais comme la Gemara dit, il y avait rien à garder puisque Hachem, c'est lui qui garde le peuple d'Israël, c'est pas le peuple d'Israël qui gardait le Beth Amikdash, c'est le contraire. Mais l'idée, c'est que par respect, pour montrer justement, tu vois, le kavod, tout ce qu'il y a, tu vois, à Rome, les Romains, ils ont pris, ça veut dire les chrétiens, ils ont pris du Beth Amikdash, quoi. Ils font que recopier ce qu'il y a dans le Beth Amikdash. Et ça veut dire, donc, il y avait la garde, ça veut dire, il y avait une garde des Lévi'im qui était là, tu vois, qui était organisée, tout ça, etc., qui montait la garde, ils faisaient des rondes et tout ça. C'était symbolique et, je ne sais pas comment dire, décorationnel, je ne sais pas exactement. Et donc, voilà. Mais donc, ce qui se passait, c'est que si jamais il y avait un des Lévi'im qui, par exemple, chacun, il avait, encore une fois, on va prendre chez les musiciens, ils avaient leur instrument de musique, ils avaient leur mission, leur chanson, leur truc, leur partition, etc. Et si quelqu'un, en fait, il changeait son job, ça veut dire, imagine quelqu'un qui devait faire du violon et il commençait à se mettre au piano, alors il était passible de peine de mort. Et la même chose, tu vois, si jamais quelqu'un, tu vois, il était en train de garder, et son job, c'était lui de garder le Beth Amikdash, de faire des rondes et tout ça. C'était ça son job dans lequel il était attribué à vie au moment de sa carrière. S'il voulait changer de carrière au bout de 20 ans, il dit j'en ai marre de faire la ronde, je veux faire un chanteur, il était passible de peine de mort, il n'avait pas le droit, c'était comme ça, c'était attribué à vie, finito, et il n'y a pas de discussion. Et donc, tu vois, c'est ici dans Erchin, tout ça, parce que c'est Rachid qui ramène ça, que donc il y avait Rabbi Yochanan ben Gudgeda, il avait des problèmes, a priori, il était très très âgé. Et donc lui, en fait, donc les Lévi'im montaient la garde, il devait aussi fermer les portes du Beth Amikdash, puisque pendant la nuit, on fermait les portes du Beth Amikdash, c'était aussi un truc symbolique, et on les rouvrait, ça veut dire, dès que le soleil, avec le coucher du soleil, en synchronisation avec le coucher du soleil, on fermait les portes de tout le Beth Amikdash, avec de la musique, etc., qui accompagnait la cérémonie de fermeture des portes, et le matin, on réouvrait les portes avec une autre musique, etc., avec toute une cérémonie d'ouverture des portes. Et en fait, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, a priori, il devait être âgé, puisque aussi l'histoire, c'est que, en fait, les Lévi'im, normalement, ils prenaient leur retraite à 50 ans, mais ça avait été enlevé, malheureusement pour eux, à l'époque du Beth Amikdash. Shlomo, ça veut dire, Moshe, il avait dit la carrière des Lévi'im, ils doivent travailler que 20 ans, ça veut dire de 30 ans à 50 ans, et Shlomo, il a enlevé parce qu'il dit oui, ça c'était à l'époque de Moshe, parce que c'était un travail physique, parce qu'il fallait porter, démonter et tout ça. Mais quand c'est pour faire de la musique et faire des rondes, en fait, il n'y a pas de retraite, quoi. Ça veut dire les mecs, ils travaillaient à vie, ils travaillaient jusqu'à la mort. Et donc, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, si tu veux, donc lui, a priori, et donc il devait fermer la porte, et c'était son job, c'était sa journée, etc. Et il avait du mal, a priori, il devait être très âgé, etc. Et donc, Rabbi Yochanan, on te dit que Rabbi Yoshua ben Hanania, il est venu l'aider. Et Rabbi Yochanan ben Gudgeda lui dit non, tu n'as pas le droit de m'aider parce que toi, tu es un chanteur, et si tu m'aides à fermer la porte, tu vas être passible de peine de mort.
Ça, c'est ce que la Gemara elle dit là-bas. Ah, ok. Donc, c'est pour tout ça. באגף הדלתות, אמר לו, חזור בין שהדר retourne là-bas. Parce que Shatam, מן המשוררים. Toi, tu es un chanteur, donc ton job, מן המשוררים. De ceux qui gardent la porte. Ça veut dire que comme c'est deux jobs, donc toi, tu ne peux pas prendre cette attribution de mon job, etc. Donc, je dois me débrouiller tout seul, ou bien tant qu'un autre Lévi supplémentaire qui va, j'en sais rien, qui va l'aider, mais qui doit faire partie en tous les cas, qui avait le même job. Tu vois, a priori, peut-être qu'il y avait des doublons, j'en sais rien. J'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire, en tous les cas, l'idée, c'est ça, c'est ce qu'il veut dire, c'est que toi, tu ne peux pas m'aider. Alma, tout ça, Rachid a ramené toute cette histoire-là. Pourquoi? Pour te dire que c'était un Lévi. Tu vois, Sifri, tu vois, c'est le Sifri, etc. Donc, Bikesh Rabbi Yoshua ben Hanania, et Saël Rabbi Yoshua ben Gugeda, tu vois, encore une fois, il lui dit, il ramène la même histoire, parce qu'il veut ramener les sources. Tu vois, le premier, c'était dans Maseret, et ensuite, il ramène dans Echin la même histoire. Tu vois. Ça veut dire que, oui, c'est simplement, dans la Gemara, dans Echin, on dit simplement qu'il lui a dit, tu n'as pas le droit, et si tu veux, et dans le Sifri, on rajoute qu'il était passible de peine de mort s'il le faisait. Hazor Verash, Shatam Itchayev ben Avshecha. Ça veut dire, voilà. Je continue avant que Sacha s'endorme complètement. Alors vas-y, dis-toi, vas-y, Como Muscarlo, donc son endroit lui est loué. Donc voilà, parce que là, donc, vas-y. Non, c'est pas toi qui va lire, mais je sais que tu es en train de c'est pas grave. ונתן Rabbi Yoshua פרוטה. פרוטה. בשכר המקום. בשכר המקום. ונמצא מטלטלים נקנים עם קרקע בכסף, ואחרי מסקנה דאח מילתא במסכת מעשר שני. Ok, tu vois, donc ça veut dire c'est-à-dire que dans la Mishnah, qui est cette histoire, c'est une Mishnah, et là-bas on dit clairement en fait qu'il lui a donné une prouta pour acquérir d'une manière symbolique la location de l'endroit. Parce que ça, c'est pas mentionné dans l'histoire. Donc Rachid te dit ça, il te dit il lui a donné une prouta. Je traduis Rachid simplement pour l'endroit lui est loué. Mais Nathan Rabbi Yoshua prouta, et Rabbi Yoshua il a donné une prouta. Bishra Makom, ça veut dire pour acquérir la location de l'endroit. Menimtsa, il se trouve Metal Telin, des objets mobiliers qui sont le blé ici, Niknin, qui sont acquis, Imakarka avec SF, avec le terrain, avec de l'argent, Maskana de Armilta Maseret Masacheni, et c'est ça la conclusion de l'histoire là-bas dans Masacheni, où on mentionne, ce que veut dire Rashi, on mentionne dans la Mishnah clairement que Rabbi Yoshua, il a donné une prouta pour acquérir la location de l'endroit, quoi. Ce qui a été escamoté ici. Benit Kablou, Skar Zemizé, comme donc c'est la Mishnah dit là-bas, ils ont reçu chacun un salaire l'un de l'autre. Voilà. אף על פי שעדיין לא הופרש קריאת שמו. Donc ça veut dire, donc là c'est Rashi dans le problème. Donc ça c'est vraiment la question que Sacha avait demandé, c'est qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça? Donc tu vois, c'est là où tu vas avoir le long Tosfot, etc. Mais en tous les cas, la vie de Rashi, il est mentionné dans ces mots-là, c'est Vafal pi Shadain lo ufrash. C'est bien qu'en fait il n'avait pas fait le prélèvement, puisque ici tu vois, voilà, il ne peut pas le faire. Donc il dit simplement je vais le prélever dans le futur. Rashi dit ça fonctionne comme ça marche quand même. Il dit Kriyat Shemu, il a quand même mis le nom, traduction du mot, il a quand même donné le nom. Ça veut dire il a dit voilà, ça c'est du maaser. Donc même si jamais en fait, si tu veux, maintenant le maaser à l'instant T il n'a pas été prélevé, il a quand même donné le nom du maaser dessus. Et tu vois, après, vas-y, tu vas chasser la שאסור לשוות לחברים דבר שאינו מתוקן. Voilà, donc ça veut dire parce qu'un chaver, ça veut dire un rab, il n'a pas le droit de laisser de la nourriture ou quelque chose, tu vois, on n'a pas fait les prélèvements. Okay. Donc, אפילו אכלו ממנו. אין כאן חיוב מיתה משום... תבל. משום תבל? Ouais, משום תבל. C'est pour ça que ça veut dire, même si les gens de la famille, maintenant, ils vont manger de la récolte, en kan chiyuv mita, ils ne seront pas passibles de peine de mort. Pourquoi? À cause de tevel, puisque normalement, ils sont passibles de peine de mort si tu manges sans les prélèvements.
Ça s'appelle Tevel. Tevel, c'est un mélange, ça veut dire, c'est un interdit de la Torah, où c'est passible de peine de mort si on mange des trucs d'Israël qui n'ont pas eu les prélèvements. Minamuta yafrish maserotav. Ça veut dire, Rachid explique pourquoi, parce que du reste, il sait qu'il allait rester 20%, il sait qu'ils ne vont pas tout manger, qu'ils ne vont pas tout vendre. Donc, il sait que quand il aura le retour, yafrish maserotav, il pourra prélever les maaserot, et le maaser, il sera prélevé, et rétroactivement, ça voudra dire qu'en fait, la nourriture, elle avait été cachée depuis le moment où il va faire les prélèvements, rétroactivement, depuis le moment où il a fait le kinyan maintenant. C'est ce que Rachid explique. D'accord? Et ça, Tosfot, il va questionner ça, comme je vous ai dit. Tosfot, il pense pas que ça marche. Tu vois, parce que lui, il va penser, tu vois, Rachid, ce qu'il dit, ça marche que si tu dis yesh brera. Et Tosfot, il va penser que en brera, qu'on peut pas dire que quand je vais prendre le maaser, ça veut dire que depuis le début, c'était ça ce qui devait être prélevé comme maaser, et donc que toute la récolte, elle était arrangée, elle avait été prélevée. Ils vont dire non, ça c'est quand tu le fais ça à l'instant Y, mais quand les gens ils ont mangé, c'était à l'instant X, et à l'instant X, il n'y avait pas de prélèvement. Quoi. Tu vois, ça c'est toi, tu vois, j'ai pas envie d'anticiper, donc j'ai anticipé, mais c'est pas grave. Okay. Akiva Ben Yosef. Shanat Maaser Ani. Shanat Maaser Ani. Ah oui, il y avait des années différentes de Maaser Ani, on donne que la 3e et la 6e année. Donc ça veut dire que ça, c'était une année où il fallait donner, en plus du Maaser qui était donné au Lévi, il fallait donner le Maaser Ani. Et donc, c'est ça ce qu'il dit, Rabbi Akiva. Gabay Ani. C'était lui le chef des pauvres. Voilà, c'est ça. Il y a. Vesfina, et les deux, ils étaient avec lui dans le bateau. Donc il avait les pauvres avec lui, et Rabbi Akiva et Lévi. Voilà. Donc c'est pour faire tous ces prélèvements, voilà, comme ça. Ok. Ouais. Après Tzibourim, donc on apprend de là qu'il faut. Tzibourim, Beignan, de Keama, Mekomo, Velo Makom Acher. Voilà, puisque dans la Gemara, pourquoi la Gemara apporte cette histoire, c'est parce qu'on voit qu'au début, il a dit et l'endroit où le maaser se trouve, qu'il leur soit loué. Donc on voit que c'était l'endroit uniquement où il se trouve, qui leur fait acquérir avec la récolte. Donc on voit qu'il faut Tzibourim. Ça veut dire qu'il faut que l'endroit, quand on fait agave, quand on fait acquérir un objet avec un terrain, il faut que l'objet soit sur le terrain, puisqu'il n'a pas donné un autre terrain. Delo Litrineo. Il ne voulait pas les fatiguer. Velotia Misham Kozman. Shiratsu Lenicho Sham. Voilà. C'est pour profiter, quoi. Voilà, je vais les tester pour qu'ils ne se sentent pas obligés qu'ils puissent garder, on va dire, je traduis Rachi ou l'Otsi Misham, qu'ils ne se sentent pas stressés de devoir enlever, si tu veux, la récolte de là-bas, en disant peut-être qu'ils vont nous charger des frais de storage. Le Kozman Shiratsu Lenicho Sham qui puissent le laisser tant qu'ils veulent là-bas. Je ne vais pas aller plus, j'espère que tu vois. Voilà, donc la semaine prochaine, on commence ce soir. Mardi, moi je crois pas que je vais pouvoir. Non, on reparle peut-être. Mardi. Ça fait quelle heure ici? C'est quoi l'ambiance? Si vous voulez une autre heure, moi je peux. Non, peut-être plus. Ce sera plus une question d'heure. Ce sera plus jeudi quand je rentre en RS parce que j'espère que mardi, mercredi, si c'est possible, quoi, je sais pas. Ouais, c'est jouable. Ça veut dire ça dépend à quelle heure, tu vois. Dis-moi à quelle heure. Jeudi, le problème c'est. Ça veut dire j'ai peur pour vous que ce soit super tard, quoi. Je pourrais faire jeudi matin. Si vous pouvez, je sais pas, parce que tu vois, moi jeudi, en fait, je t'explique, c'est toujours le même horaire que tout le monde veut. Ça veut dire, moi jeudi de 2h, à peu près de 2h30, ça veut dire même 2h15, tu peux dire même 2h, quoi. De 2h American Time jusqu'à 4h30 American Time, je suis pris, tu vois. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est l'heure qui vous intéresse à vous, normalement. Et donc, c'est pour ça. Après, si vous faites avant, je pourrais, tu vois. Je pourrais. Moi, je pourrais très tard, mais pour Valentin, ça va faire encore plus tard. C'est-à-dire que moi, j'ai une conférence mercredi, jeudi, donc je termine tard. Donc, on peut laisser tomber cette semaine, on peut faire, tu vois, c'est-à-dire, si Sacha, lui, il est prêt à assister au cours de lundi matin, tu vois, c'est-à-dire que c'est lundi après. Lundi matin, c'est quelle heure? Oui, en France, c'est à 13h30. Lundi qui arrive, 13h30? Ouais, c'est demain à 13h30. Ouais, maintenant, je dois commencer. Ouais, au pire, moi, je peux récupérer dans l'avion. Voilà, je vais acheter. C'est toujours voilà. ça, cool. Voilà, si 13h30. Voilà, comme ça, tu vas faire partie. Et moi, je me dis que si jamais j'ai pas réussi à le prendre là. Je pense, ouais. Ouais, c'est ça. À mon avis, je vais pas réussir, donc je gage l'unitaire, je ferai Khazara dans l'avion. Ouais. Sinon, voilà, parce que sinon, voilà, je sais pas. C'est le mieux pour moi. Ça tombe bien, ça tombe très bien. De toute façon, c'est sur les chiffres à Mitzvot des Noirs, je pense que là, on va commencer.
Donc, je pense que ça commence sur les Shamidat Ben. Ouais, bah ouais, je vous laisse tranquille. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Et après, que ça, comme je vous dis, on va avoir beaucoup de Tosfot. Il y a Tosfot, par exemple, qui va expliquer que. Il y a un Tosfot qui fait 8 pages. Ouais, un peu qui fait une page. Il y en a les autres après. Parmi une question qu'il va être demandé, c'est, tu vois, puisque, par exemple, il y a marqué que dans le deuxième temple, le Maaser, il n'était plus donné aux Lévi'im parce qu'ils s'étaient coupés les pouces pour ne pas jouer aux instruments de musique. Etc. Et que donc Ezra, il avait vu ça comme un manque d'espoir, puisque quand ils ont reconstruit le deuxième temple, il n'y avait plus aucun Lévi qui pouvait jouer aucun instrument de musique. Donc il leur avait enlevé un knas, il avait fait un décret comme quoi c'était donné aux Kohanim à la place des Lévi. Donc ça va être une question de Tosfot, comment ça se fait que Rabbi Yehoshua il reçoit le Maaser, etc. Donc ça va être un deuxième. Je pensais qu'une fois que vous m'aviez cité ça, Valentin, je crois que vous m'aviez cité une fois, si vous connaissez cette takana. C'est pas moi, non. Ah, d'accord, ok. Alors, ouais, ça va être le deuxième Tosfot, et voilà. Après ça va. Je pense que, voilà, grosso modo, j'ai oublié, le troisième Tosfot, c'est... ouais, voilà. Tu as pris où, Sacha, le matin? Écoute, j'ai pas encore réussi à aller au Beth Midrash, mais si je peux, je vais aller à Fos-André. Ok, bon, sinon, si on trouve un endroit plus proche, on criera ensemble. C'est comme voilà, il me demande qu'est-ce qu'il fait ton fils là-dessus, là, le Shabbat matin, j'ose pas lui dire, et puis là-dessus, là, il se lève quand il peut, ça veut dire, il fait là-dessus, là, dans la maison, dans sa chambre. Ouais, non, c'est des questions qu'il ne faut pas poser, ça, tu vois. Non, pourquoi je pose ça? Parce qu'on va être dans le même quartier. Parce qu'on est juste à côté. Non, au contraire, moi, vraiment, ouais, parce que c'est ça, mais ouais, je prie à la maison, mais franchement, si je pouvais aller au Beth Midrash, ce serait bien. Ouais, tu vas le motiver un petit peu, ouais. Non, je pense que la deuxième semaine va une fois qu'il est en place et tout, je pense qu'il va pouvoir. Et c'est bien parti. J'ai bon espoir de pouvoir aller Shabbat prochain. J'ai bon espoir de pouvoir. Toi, tu seras à la camp, Valentin? Juste mercredi, j'arrive mardi après-midi et je repars jeudi matin, midi. Ouais, ok, d'accord. Alors, c'est peut-être au Beth Midrash, on se voit. Alors. Mercredi ou jeudi, peut-être. Ouais, ok, bah on se texte, t'as l'air fatigué. C'est terminé dans un resto, à mon avis. J'ai voyagé toute la journée, après j'ai le décalage horaire en plus. C'est terminé au resto, comme Beth Midrash, à mon avis. Bon, ça décalage horaire quoi, d'Israël à Londres, c'est ça? Oui, c'est pas beaucoup, c'est 2 heures, mais plus tard. 1 heure, 2. Il est 1h15 du matin. Il est 1h15. Non, il est minuit et quart. Ouais, minuit et quart. Moi aussi j'ai pensé ça, mais moi j'ai vu que de voyager de la France à Israël, c'est aussi fatigant que de voyager des États-Unis à ouais, c'est vrai. Parce que les vols sont tellement mal foutus, il y a des horaires tellement vraiment, tu vois, qui te décalent complètement, etc. Et moi je sais aussi quand je vais de France en Israël, moi aussi ça fait rigoler, mais tu as un décalage horaire pire que ce que tu vas des États-Unis des fois. Ouais. C'est toujours des horaires, c'est les vols, ils sont à des horaires débiles. Vraiment un du genre. Je vous laisse tranquille. Allez, merci, Rav. Belle semaine, si Dieu. À demain, Sacha. J'espère que maintenant, je ne dois pas chuter à mort, il faut préparer ce cours. Il y a un gros boulot là. C'est vrai. Ouais, écoute. Bye. Tout ça.